mais que ça marche. Voilà. Bon, eh bien, on va peut-être démarrer. Bonsoir à tous. Prenez place, prenez place. Avant de présenter le café de ce soir, le thème et les intervenants, d'abord, première chose, excuser celui qui normalement aurait dû s'occuper de l'animation de ce café Sciences Sociales, Laurent Jeannot, le directeur de la rédaction du magazine Alternative économique, et qui a été retenu par des contraintes éditoriales. Et donc, bien, on va essayer, enfin surtout Johan Verger ici présent, va essayer de pallier son absence en assurant l'animation. Merci à vous de participer à cette 4e édition du café Sciences Sociales Tourangeau, organisé par l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales. Peut-être parce que c'est pas forcément connu par tout le monde, quelques mots de la discipline des sciences économiques et sociales, qui est une discipline scolaire enseignée en lycée général, qui est relativement jeune à l'échelle du système d'enseignement, puisqu'elle va sur ses 60 ans, ce qui est jeune par rapport à la philosophie, l'histoire ou les lettres, par exemple. Et qui a une autre particularité, il faut savoir que c'est un enseignement de culture générale qui mobilise différentes disciplines qui sont, elles, disjointes, différentes sciences sociales, qui sont disjointes dans le supérieur. Pardon. Puisque l'économie, la sociologie, les sciences politiques, l'anthropologie font l'objet d'enseignements disciplinaires spécifiques dans le supérieur, souvent même dans des universités ou dans des facultés différentes. Par contre, elles sont réunies, combinées dans cette discipline particulière. Alors, cette discipline a pour objectif premier, bien sûr, de former, d'initier à ces différentes sciences sociales, mais aussi, voire surtout, de conduire les élèves à une approche de questions qu'ils ne rencontrent pas forcément dans le reste de la scolarité, et les confronter à des questions, ce qu'on appelle parfois des questions socialement vives, comme l'inflation, l'emploi, la protection sociale, la participation politique, etc., etc. Les cafés sciences sociales ont à peu près le même projet. Ils s'adressent à un public plus divers et plus varié, simplement à des lycéens, même s'il peut y en avoir dans la salle, mais ont à peu près le même projet, c'est-à-dire de porter au débat un certain nombre de questions éclairées par des chercheurs qui peuvent apporter des éléments de compréhension des questions. Alors, le thème de ce soir, c'est celui de l'école. Plus particulièrement, ça va porter, je pense, sur l'enseignement secondaire et supérieur. Le sujet, de façon plus précise, que nous souhaitons mettre en débat, concerne les transformations en cours du système éducatif et la tension que nous pensons y voir, et peut-être cela va-t-il être discuté, enfin, nous espérons même que ce soit discuté, que nous pensons y voir entre professionnalisation et émancipation. Pour être un peu plus précis, l'école est-elle le lieu d'une émancipation, c'est-à-dire permet-elle
de se libérer des déterminismes sociaux, des rapports de domination, de classe, de genre, etc. Ou vise-t-elle uniquement ou principalement à la professionnalisation, à l'apprentissage de compétences utiles dans le milieu professionnel qui vont permettre une insertion normalement plus facile sur le marché du travail? Peut-être ce ou n'a-t-il pas de sens, ou peut-être peut-on viser en même temps professionnalisation et émancipation. Peut-être le débat devrait nous éclairer. Pour nous aider à penser ces questions, 3 intervenants, de la gauche à la droite. Séverine Depoilly, qui est sociologue à l'INSPE. Alors l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et d'Éducation. C'est l'institution qui forme les professeurs. À l'INSPE, donc de Poitiers. Ses travaux portent principalement sur l'enseignement professionnel et en particulier sur la place des filles dans cet ordre d'enseignement. À sa droite, Cédric Hugret, qui est sociologue au CNRS. Ses travaux portent sur la sociologie de l'éducation et celle des inégalités entre groupes sociaux. Et enfin, à ma gauche, Tristan Poulawek, qui est sociologue également, membre du Centre nantais de sociologie, et ses travaux portent principalement sur la sociologie de l'éducation également, et les rapports des classes populaires avec l'école. Je signale que les 2 derniers cités viennent de faire paraître aux éditions Raison d'Agir un livre qui s'appelle « L'université qui vient ». On a honteusement coupé une partie du titre pour le café de ce soir, puisqu'on l'a appelé « L'école qui vient ». Donc ce livre s'appelle « L'université qui vient », avec en sous-titre « Un nouveau régime de sélection scolaire ». Nous en parlerons probablement chez mon frère. Voilà, avant de laisser la parole à Johan Berger, qui va faire l'animateur du débat, je voudrais remercier le café Le Tourangeau qui nous accueille. Vous rappeler que si l'accès à cette conférence débat est libre, Le Tourangeau est une entreprise privée, commerciale, qui attend que les présents consomment. Et j'ajoute que pour ceux qui le souhaitent et qui souhaiteraient continuer les débats après le débat, il y a la possibilité de se restaurer ici après 8h30. Et je laisse la parole à Johan et aux intervenants. Alors, merci pour cette introduction. Je baisse peut-être un petit peu le son. Est-ce que comme ça va pour le son? Très bien. Ok. Alors, pour démarrer, première question sur voilà, les 2 termes qu'on a posés, professionnalisation et émancipation. L'école, et en particulier l'enseignement secondaire et supérieur, se voit généralement attribuer ces 2 fonctions. D'une part, préparer à la vie active et à l'emploi. D'autre part, assurer une formation générale et former des citoyens. Donc, on a traduit cela par une opposition entre professionnalisation ou émancipation. Est-ce que cette opposition vous semble pertinente, ou est-ce que en fait, ces 2 rôles de l'école sont toujours indissociablement liés et on ne peut jamais les séparer? Voilà, est-ce que peut-être dans l'histoire, il y a eu des tendances à plutôt avantager la professionnalisation que l'émancipation? Voilà, est-ce qu'il y a eu des périodes historiques? Alors, qui veut répondre en premier? Alors, moi je vais répondre de l'endroit que je connais le mieux, c'est-à-dire l'enseignement professionnel du second degré, cours, donc qui prépare des élèves à des formations de CAP ou de bac pro. Vous m'entendez suffisamment? Ça ne va pas du tout. Rapprochez un peu le Est-ce que comme ça va mieux? D'accord, parce que comme ça résonne dans mon propre esprit, c'est très bizarre. Donc voilà, donc je vais apporter une réponse de cet enseignement professionnel secondaire court, où les élèves sortent de leur formation diplômés
CAP ou d'un bac pro aujourd'hui, et c'est effectivement cette question de la professionnalisation ou de l'émancipation posée de manière assez binaire. Est en fait, en tout cas la poser de manière aussi binaire, ça a une résonance particulière dans le cadre de l'enseignement professionnel, puisque en réalité l'enseignement professionnel, à partir du moment où on a décidé, ou en tout cas il y a eu un mouvement qui a visé à sa mise en école, je reprends une formulation, j'emprunte la formulation à Lucie Tanguy, voilà, quand il y a eu cette mise en école de l'enseignement professionnel dans le courant des années 50, l'idée c'était pas de professionnaliser ou d'émanciper. En fait, l'idée c'était de former, donc selon un triptyque assez connu dans l'enseignement du second degré, professionnalisant l'homme, le travailleur et le citoyen. Donc là, l'enjeu c'était bien en fait de former, à la fois de donner une culture intellectuelle et technique. Et l'idée aussi c'était de prendre un peu de distance avec le modèle qui le précédait. C'était le modèle, alors on y reviendra très probablement, mais le modèle plutôt celui de l'apprentissage, un apprentissage qui se faisait avec un maître et qui était très contextualisé, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait d'apprendre des gestes, des techniques, des routines dans un contexte de travail déterminé. Donc l'enseignement professionnel du second degré, l'idée c'était certes professionnaliser, puisqu'il s'est toujours agi de ça le concernant, il faut professionnaliser des élèves, il faut les diplômer pour qu'ils puissent monnayer des qualifications sur le marché du travail et qu'ils ne soient pas attachés à un artisan, à une industrie, à une entreprise, mais bel et bien qu'ils puissent monnayer une qualification reconnue sur le marché du travail. Et monnayer cette qualification était possible par cette formation intellectuelle et technique. On dit souvent dans l'enseignement professionnel du second degré, on est bien sûr de la culture technique et de la culture telle qu'on la connaît dans l'enseignement général. Voilà, c'est globalement le premier mode de réponse que je pourrais apporter du point de vue de cet enseignement professionnalisant court. Je reprendrai peut-être après. Merci. Quand on se place du point de vue de l'université, qui est un peu le cœur de notre propos dans le livre, l'histoire apparaît aussi tortueuse que celle qui était racontée dans l'enseignement professionnel, parce qu'il y a une double vérité, on pourrait dire, de l'éducation, voilà, qui répond d'un côté à l'émancipation, c'est Tristan qui va développer ce point, et moi j'ai développé le point sur la professionnalisation. L'université impériale, par exemple, celle qu'on connaît enfin, dans sa forme la plus proche de nous, celle qui est proclamée sous Napoléon au début du XIXe siècle, celle qui a régi une grande partie des titres universitaires qu'on connaît aujourd'hui, c'est une université professionnelle qui délivre des titres qui sont très proches et qui permettent d'accéder à des professions réglementées, du droit, de la médecine ou de la fonction publique, on pourrait dire de l'exercice de l'État. Et ça, c'est le destin historique qui a été attribué par l'Empire au moment où les universités françaises ont été restaurées aux universités. Mais cette université-là, on pourrait dire, ou cette professionnalisation-là, elle est liée à des savoirs disciplinaires, à des savoirs universitaires, qui sont des savoirs experts, qui ont une autonomie propre, autonomie qui va être progressivement consacrée par la Troisième République. Et cette professionnalisation-là... Ah, j'ai perdu le son, je crois. Non, j'ai peut-être touché dessus. Ah oui, voilà. Excusez-moi, j'ai touché au bouton. Et c'est cette professionnalisation-là qui est liée à des disciplines universitaires, des savoirs experts, qui semblent aujourd'hui un peu remises en cause au bénéfice d'une autre professionnalisation qui, elle, semble moins consacrer l'autonomie des savoirs des universités par rapport à celle du marché, et qui semble être une professionnalisation qui a, on pourrait dire, plus tendance à valoriser des savoirs directement liés au marché, à leur marchandisation ou à leur employabilité. Je te laisse développer le point sur l'émancipation. C'est sympa, en fait. Bonsoir. Alors, on ne peut pas apporter une réponse universelle à cette question, parce qu'il y a évidemment des variations dans l'histoire et puis selon les pays, mais moi je dirais que ce qui est potentiellement émancipateur à l'école, c'est vraiment l'appropriation des savoirs. C'est vraiment ça, parce qu'il n'y a pas d'école sans transmission de savoir. Historiquement, les États ont développé des institutions scolaires parce qu'il fallait développer les usages de la culture écrite, et il a toujours été compliqué de savoir et de décider à qui c'est permis d'accéder à l'écriture, qu'est-ce qu'on apprend en apprenant l'écriture, et comment on enseigne. Donc ces questions-là, elles sont éminemment politiques, mais dans
quelle que soit la manière dont c'est résolu, il y a une portée émancipatrice des savoirs. Je vais citer Samuel Josua qui, dans le numéro de la revue Mouvement auquel on a participé, Cédric et moi, on a fait un entretien avec lui. Il explique la chose suivante qui, je pense, est arrivée à beaucoup d'enseignants et beaucoup d'élèves. C'est l'histoire d'une élève qui, en cours de mathématiques, voit que l'enseignante fait une erreur au tableau. Et elle lui dit « Madame, vous vous êtes trompée. Là, il y a une erreur. » Et Samuel Josua fait la remarque suivante. Il dit « Mais c'est ça la portée émancipatrice du savoir en elle-même, quel que soit le savoir en question. Ça peut être des mathématiques, de la technologie, des arts plastiques. C'est quand l'élève, par son propre raisonnement et avec les savoirs qu'on lui a transmis, est capable de corriger le maître et d'expliquer pourquoi il y a une erreur. Et ça, en fait, c'est émancipateur potentiellement. Après, cet élève, peut-être que ce sera un jour le patron d'Areva. Peut-être que ce sera quelqu'un qui va inventer des solutions pour faire des économies d'énergie. On ne sait pas. Mais le savoir en lui-même, il permet, s'il est correctement approprié et transmis, de changer l'horizon. Et le mot important là-dedans, c'est l'appropriation. Et ça rejoint la définition de la démocratisation scolaire qu'on trouve dans Les Héritiers, Bourdieu et Pascon, 64. L'enseignement démocratique, c'est celui qui permet au plus grand nombre d'élèves de s'approprier le plus grand nombre de connaissances. Et c'est un point important pour nous parce que dans ce livre, on défend la thèse qu'il y a à la fois beaucoup plus de diplômés, et c'est une très bonne chose, et voilà, il faut s'en réjouir, mais on a aussi, en France en tout cas, des difficultés à transmettre équitablement les savoirs, et à ce que l'appropriation des savoirs qui devrait accompagner ce mouvement de diplomation soit vraiment effective. Donc on est dans cette situation paradoxale. D'un côté, il y a beaucoup plus d'étudiants qui profitent de l'accès à l'université, qui accèdent à des savoirs que leurs parents n'ont pas fréquentés. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'il y a des difficultés, notamment à l'université. Il y a un échec, des abandons, des ruptures qui prennent leur source là-dedans, dans cette histoire de transmission des savoirs. Voilà. Donc l'émancipation, oui, mais c'est un combat. Alors, merci pour ces premiers éclairages. Maintenant, peut-être une question sur le fait de séparer en différentes filières les parcours scolaires. Est-ce que cette séparation doit se faire tôt? Est-ce qu'elle doit se faire tard? Et du coup, voilà, est-ce qu'il faut chercher à donner une culture plus technique, plus professionnalisante d'un certain côté tôt, ou au contraire faut-il penser plutôt à un tronc commun général qui reste très très large le plus possible? Alors, est-ce qu'on fait dans le même ordre ou est-ce que vous voulez changer Ça marche bien. C'était la spécialité. Moi je veux bien réagir. C'est une question qui va sans doute être le fil rouge de la soirée, parce que je suis pas sûr qu'on puisse la résoudre comme ça en 5 minutes, mais effectivement c'est caractéristique de notre système scolaire. Cédric va y revenir, elle l'a déjà dit. On a à la fois une école formellement unique qui conduit le plus grand nombre d'élèves jusqu'au bac, qui aurait dit en 85 qu'on arriverait maintenant à 80% d'une classe d'âge titulaire du baccalauréat. Et en même temps, on a des filières qui commencent officiellement au lycée, mais déjà il y a des orientations au collège qui préparent ces 3 voies, et voilà, qui ont permis, qui ont été un moteur de ce qu'on a appelé la démocratisation scolaire, en tout cas de l'accès du plus grand nombre au bac, mais qui trouvent aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on défend dans le livre, leurs limites face au nouvel enjeu qui est la réussite des études supérieures. Car aujourd'hui, la plupart des familles dans les classes populaires, et donc en général, visent non seulement le bac, mais un diplôme de l'enseignement supérieur. Et ce diplôme de l'enseignement supérieur qui est tant rêvé, qui est tant idéalisé par les familles, par les élèves, eh bien, il est très inégalement accessible, et principalement selon le type de bac qu'on a obtenu. Donc c'est pas un scoop, on sait ça, mais tout l'enjeu, je pense, pour une autre école, un autre système de formation, c'est de trouver le moyen de dépasser cette tripartition entre la voie générale, la voie technologique
et la voie professionnelle. Il a dépassé, ça ne veut pas dire effacer les acquis de ce qu'on sait déjà faire. Je pense que voilà, les futurs bacheliers, ils auraient besoin d'une culture technologique beaucoup plus poussée que ce qui est actuellement le cas. Je vois mes étudiants en sociologie, par exemple, s'ils n'ont pas eu un parcours dans une voie technologique ou professionnelle, ils ne sont pas du tout à l'aise avec les ordinateurs. Avec Instagram et les smartphones, ça va, mais un tableur et puis voilà, des fichiers, et puis voilà, un sens pratique, c'est pas forcément leur plus grand atout. Et à l'inverse, les étudiants qui viennent de la voie professionnelle et technologique, eh bien, ils ont eu moins d'entraînement à des exercices qui sont valorisés à l'université, comme la dissertation, la lecture, l'exposé, etc. Donc voilà, nous on met en débat la proposition d'un lycée qui dépasse ces trois voies. Alors évidemment, ça paraît utopique, mais sans doute qu'il faut se projeter à terme dans cette forme d'utopie. Reste à voir le chemin à parcourir, mais actuellement, ça me paraît difficile de dire on est attaché à la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui est une position majoritaire à gauche et parmi les syndicats. Tout le monde dit, voilà, scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Tout le monde doit pouvoir choisir librement sa filière dans l'enseignement supérieur, et donc il faudrait dépasser Parcoursup aussi. Et non seulement il faudrait pouvoir entrer dans l'enseignement supérieur en faisant le libre choix, mais il faudrait pouvoir y réussir. On voit bien que ce n'est pas possible dans l'état actuel. Et Parcoursup, alors j'anticipe peut-être sur les questions qu'on va poser par la suite, mais est une très mauvaise réponse à cette question. Donc il reste à inventer la bonne réponse. Alors, donc, peut-être que je reviendrai effectivement volontiers sur cette idée de la séparation assez tôt dans le parcours scolaire d'un enfant, d'un jeune adolescent, parce que dans l'état actuel du système éducatif, et si on considère l'enseignement là aussi professionnalisant court, on a des enfants qui à l'âge en fait de 12 ans peuvent être triés dans des voies de formation. Alors je pense notamment aux classes de SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Si ces élèves s'y trouvent, c'est toujours pour la même raison, c'est parce qu'on les juge inaptes à suivre une scolarité ordinaire. Donc ces formations, les SECPA par exemple, typiquement, ça vise en fait à accueillir des enfants dont on fait l'hypothèse pour eux qu'ils ne sont pas capables d'investir des filières d'enseignement, enfin le collège classique tel qu'on le connaît. Donc on va leur proposer des formations supposément professionnalisantes. Donc je suis un petit peu moins optimiste que toi, Tristan, sur le fait que des élèves des voies professionnelles, en tout cas, puissent maîtriser les rudiments de l'informatique, etc. Parce qu'en réalité, ce sont des adolescents qui sont en très grande difficulté scolaire. Et même sur ces enjeux d'enseignement-là, c'est pas si simple. C'est aussi des élèves qu'on met dans ces voies de formation professionnalisantes, supposément parce qu'ils auraient un esprit plus concret. Donc ça, c'est quelque chose qui est... c'est un argument qui est souvent posé, qui permet de faire passer un peu la pilule de l'orientation précoce dans ces filières de formation. Et on retrouve ce même argumentaire dans l'enseignement professionnel, au lycée professionnel, quand on oriente des enfants ou des jeunes adolescents en classe de bac pro, c'est rarement, effectivement, l'enseignement professionnel, c'est protéiforme, mais très généralement, l'enfant ne le fait pas par choix, il le fait bien par dépit ou par défaut de n'avoir pu intégrer. Alors on pourra rediscuter, je vois des noms dans la salle, mais indéniablement, si on prend la très grande majorité des filières de formation de l'enseignement professionnel, je ne parle pas de celles qui forment en réalité très peu d'élèves, mais celles qui forment le plus grand nombre d'élèves, c'est rarement par choix, ce qui ne signifie pas qu'ils ne construisent pas a posteriori, dans le cadre de leur formation, un rapport positif à cette voie de formation professionnalisante. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut être orienté par défaut dans cette filière de formation et y construire, et c'est là qu'on peut parler aussi d'émancipation par les savoirs, et y construire un rapport positif à d'autres types de savoirs, effectivement, généraux, techniques, professionnels. Donc voilà, mais si on regarde effectivement le paysage du public de l'enseignement professionnel, on est bien obligé de constater qu'on n'y va pas globalement, par choix. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération.
pour comprendre aussi ce qui fait difficulté, ce qui continue à faire difficulté aux élèves lorsqu'ils sont dans ces filières de formation. Alors, on y reviendra aussi peut-être dans le temps de la discussion, mais en réalité, il me semble que effectivement, orienter très tôt l'enfant dans une scolarité, ça pose la question de pourquoi on l'oriente. On l'oriente pour le préserver, mais aussi pour préserver le collège unique en réalité. Hein, le collège, les classes les plus classiques. Donc on l'y oriente pour ça, et surtout quand il y est orienté, il n'en sort pas. Donc ça aussi c'est la question du manque de plasticité. Donc moi je veux bien qu'on pose, parce que ça aussi c'est un choix politique, hein. C'est le manque de plasticité entre les filières de formation. Vous êtes élève de SECPA, il n'y a aucune raison, et ça n'arrive pas, enfin statistiquement c'est navrant mais c'est ainsi, on ne sort pas de l'enseignement professionnel quand on y entre en 6e. Voilà, c'est tout. C'est une donnée statistique de base. J'ai le temps de compléter. Oui, un des points quand même importants, c'est de replacer le système éducatif français et de le comparer aux autres systèmes éducatifs, notamment européens. Et le système éducatif français a une grande tolérance aux inégalités. C'est comme ça que Baudelot et Establet le qualifiaient en 2009. Et cette grande tolérance aux inégalités sociales est sans doute intrinsèquement liée à son organisation très précoce en filière. On a de bonnes raisons de penser, en tout cas c'est quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, que les systèmes les plus émancipateurs sont ceux qui permettent aux élèves de choisir le plus tard leur filière et leur formation. Or, le système français a été construit d'abord historiquement sur un rapprochement petit à petit de deux ordres d'enseignement, voilà, ce qui a donné lieu à ce collège unique dans les années 70. Et puis progressivement, une fois que ce collège unique a été façonné, en fait on a multiplié les options, les séries, les voies pour diversifier les parcours et accueillir de nouveaux publics scolaires. En fait, à chaque fois que l'école française s'est ouverte à un nouveau public scolaire, et en gros à chaque fois qu'elle s'est ouverte ou à des petites classes moyennes ou aux classes populaires dans les années 90, elle l'a fait par une voie détournée autre que la voie générale. Et ça, c'est une caractéristique très forte de notre système français. Et ce dispositif-là est générateur d'une grande tolérance à l'inégalité, du fait que le système français soit très inégalitaire, qu'il transmette inégalement les savoirs, et qu'en plus, une fois qu'il les transmet inégalement, il les creuse. Voilà. Le grand résultat de ces dernières années pour les sociologues qu'on est, et qui est un peu déprimant, c'est qu'on est de moins en moins capable de prédire la valeur scolaire d'un élève à valeur scolaire donnée à un moment donné du parcours. C'est-à-dire que le collège unique creuse, et le lycée creuse les écarts scolaires entre les élèves à valeur scolaire donnée. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous imaginez le raffinement du système français. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est évidemment, quand on regarde depuis l'enseignement supérieur, les filières et Parcoursup. Parcoursup, il permet de gérer facilement cette espèce de paradoxe fondamental de l'école française, qui doit diplômer au maximum. Depuis 2003 et la loi Fillon, la France s'est engagée de façon contractuelle avec bon nombre d'États à diplômer 50% de sa population à Bac+3. Et je pense que c'est un choix politique qui est rigolo d'ailleurs, qui a été fait plutôt par un gouvernement, on va dire, conservateur ou libéral à l'époque, mais qui est un choix avec lequel on pourrait être d'accord d'un point de vue de l'émancipation. Et dans le même mouvement, la France fait le choix d'orienter de façon précoce et en filière. Et Parcoursup permet de régler ce paradoxe d'une école qui diplôme au maximum et génère un maximum d'inégalité de savoir scolaire. Ça veut dire que la France fait un choix politique qui est très fort, hein, qui est de gérer le niveau d'inégalité qui est en place et de ne pas réduire les écarts scolaires de destin entre les classes sociales. Parce qu'on va y revenir, une des raisons principales, c'est que l'école française n'arrive pas à contrer ce qui est lié, on pourrait dire, à la socialisation familiale et au capital culturel. Et donc ce paradoxe-là, il se joue particulièrement, c'est vrai, dans des toutes petites classes d'enseignement adapté, de l'enseignement adapté où la violence scolaire s'établit de façon totale et puissante. Elle s'établit aussi dans des moments très précis du parcours scolaire des élèves, au moment du choix des orientations en voie professionnelle et puis dans ce fameux conseil d'orientation, enfin au conseil de classe de fin de 3e. Et il y a un tableau qui est magnifique, alors qui a été fait par Hugo Paletta, mais que je fais toujours en cours, qui est un tableau qui résume en fait le système scolaire français, qui croise l'origine sociale, les résultats en 3e et les propositions du conseil de classe. Et en fait, à origine sociale donnée, à note donnée, le conseil de classe propose toujours et systématiquement plus l'orientation professionnelle aux élèves enfants d'ouvriers et d'employés. Quand les enfants sont issus d'une famille de classe moyenne ou de cadre, d'une part, ils ont beaucoup moins de propositions d'aller en voie professionnelle, quand bien même ils auraient eu des accros scolaires, notamment entre 8 et 10, la zone qui se joue entre 8 et 10. Et ces familles ont en plus, quand elles ont une recommandation d'aller en voie professionnelle, les ressources
pour lutter un peu plus contre le verdict scolaire. Et de ce seul tableau que je ne peux pas vous projeter aujourd'hui, mais que j'adore enseigner en cours, se dit une vérité de notre système éducatif qui est un peu différente dans les systèmes, d'ailleurs un peu allemands, où l'orientation est aussi précoce, mais où pour le coup il y a un petit peu plus de plasticité. Très bien. Du coup, est-ce qu'on pourrait résumer ça en disant que du coup, en classe, avec nos élèves, on dit qu'il y a eu une massification de l'enseignement, avec le collège unique, avec le lycée, donc l'objectif 80% d'élèves ayant le bac. Mais est-ce que du coup l'intégration d'élèves de classe moyenne puis populaire au sein du système éducatif a été fait en fait par l'ajout de nouvelles filières pour eux, spécifiquement destinées à ces nouveaux élèves, donc avec cette idée que on va les former à certaines professions uniquement et on ne va pas forcément chercher à les émanciper en tout cas des rapports de classe déjà existants dans la société? Ou est-ce que c'est une simplification abusive? Je veux bien commencer du coup. Ouais, nous, en tout cas dans le livre, on essaye d'éviter d'avoir recours au terme de massification, qui est un terme qui est symboliquement assez connoté d'une façon très péjorative, on pourrait dire. Voilà, la crainte des grandes masses, et notamment du péril lié à l'arrivée de nouveaux publics. Et donc nous, on préfère emprunter le terme de généralisation, qui a une forme de neutralité, et qui décrit le mouvement par lequel des élèves, des flux, sont arrivés à différents seuils scolaires. Il faut avoir en tête que cette généralisation de l'accès d'abord au baccalauréat, puis de l'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur, parce que c'est de ça dont il se joue en fait, c'est ça qui se joue en ce moment. Vraiment, c'est une généralisation vraiment totale de l'accès au premier cycle. Elle est liée, on a l'impression, à une histoire des politiques scolaires. Alors on peut en refaire l'histoire, ce collège unique qui a fait sauter un premier verrou, mais bien sûr les 80% du classe d'âge au bac. Mais en fait, les aspirations des familles populaires, qui étaient les plus en retrait de l'école dans les années 60, c'était un mot une expression qu'avait employé Claude Grignon, il parlait de familles retirées de l'école. Ce rapport à l'école des familles populaires, ouvrières, notamment rurales et employées, a complètement changé juste avant la crise de 73. Et dès lors, dès le début des années 70, on a des familles, c'est Tristan qui l'a montré notamment dans sa thèse, qui à partir de 69-71, aspirent massivement à des niveaux d'études relativement prolongés, au bac, puis ensuite à des niveaux largement supérieurs. Alors dans le livre, on revient là-dessus, mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule famille populaire qui n'espère pas pour son enfant qu'il arrête ses études au niveau de l'enseignement supérieur. Et quand leur enfant est bachelier, quand ils sont eux-mêmes étudiants, ces enfants d'ouvriers et d'employés, ils aspirent eux-mêmes massivement, comme les enfants de profs, comme les enfants de patrons, à avoir un bac plus 3, voire même un bac plus 5. Aujourd'hui, c'est le référentiel minimum quand on a un bac. Donc ces aspirations scolaires aujourd'hui qui sont très fortes, qui sont sans doute investies de la part des parents de projets de mobilité sociale, mais aussi peut-être d'un goût pour l'émancipation, ou d'une capacité plus grande à choisir, à avoir un pouvoir sur son destin, eh bien elles se heurtent à des parcours scolaires qui, eux, restent et demeurent profondément inégaux. Et ce qui caractérise bien notre situation actuelle, c'est cette espèce de hiatus, d'une part, entre un système qui promet de diplômer au maximum et qui transmet très inégalement les savoirs, et de l'autre côté, des familles qui aspirent, notamment pour les familles populaires, à voir leurs enfants fortement réussir à l'école, et qui font l'épreuve ordinaire d'une école profondément inégale. Et je pense que c'est ça qu'il faut se donner pour objectif de peut-être changer. Tout à l'heure, on nous a suggéré peut-être qu'il fallait discuter cette opposition entre professionnalisation et émancipation. Je veux bien y contribuer en disant que, en fait, tout dépend ce qu'on met derrière les mots professionnalisation et émancipation. L'école en elle-même libératrice, moi j'y crois pas. L'école dans une société où il y a des inégalités et des rapports de classe et des inégalités entre les gens, etc., elle peut être plus ou moins égalitaire, mais c'est pas elle qui va bouleverser la société toute seule. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, je pense pas qu'on puisse changer la société sans effectivement l'apport des savoirs et la démocratisation de ces savoirs. Mais historiquement, les mouvements de professionnalisation et d'émancipation ne se sont pas forcément toujours opposés. Tu citais tout à l'heure l'université impériale. L'université a toujours formé des juristes, des médecins. On n'a pas dit à leur propos, ils ont choisi des études professionnalisantes. Mais de fait,
apprendre le droit, apprendre la médecine, c'est se préparer à un métier aussi. Je voudrais revenir aussi, et ça permettra d'avoir une discussion avec Séverine, j'imagine, sur ce point-là, sur l'usage des diplômes par les jeunes femmes. On sait que depuis 1971, il y a plus de bachelières que de bacheliers. Et pendant longtemps, les filles étaient un peu privées d'écoles ou d'études plus longues, elles étaient cantonnées dans l'enseignement professionnel court notamment, et pas toujours professionnalisant d'ailleurs. Si elles se sont emparées des possibilités d'études plus longues à partir des années 60, c'est à la fois pour des raisons d'émancipation et des raisons de professionnalisation. Il n'y a pas à dire elles ont choisi l'une plutôt que l'autre. C'est à la fois parce que le marché du travail change, il y a des emplois tertiaires qui se développent, et il y a un besoin de main-d'œuvre qualifiée à des niveaux plus élevés, et l'enseignement professionnel court qui existait, qui était sur des spécialités voilà, pas forcément très rentables, en tout cas dans le secteur public, est insatisfaisant. Donc les jeunes femmes vont vers la voie générale et vers des diplômes qui permettent d'accéder à des emplois de bureau, des emplois qualifiés, d'encadrement, etc. Mais par ailleurs, c'est aussi des enjeux de la vie privée qui se jouent là. C'est leur mère qui leur ont dit ma fille, ce serait bien quand même que tu fasses des études parce que moi j'en étais privée. Et puis ma fille, si tu veux ne pas dépendre de ton mari, de ton père, de ton oncle, il te faut un emploi. Donc le diplôme devient aussi la clé de l'accès à l'emploi. Il n'y a pas de contradiction entre voir la voie scolaire comme une manière d'accéder à un emploi. Même les très bons élèves, ils pensent forcément à un emploi. Ils ont forcément eux aussi un rapport instrumental au savoir et l'intérêt pour le savoir lui-même, quoi. Et c'est ça qu'il faudrait réussir à faire comprendre à tout le monde, et y compris au ministère. Il n'y a pas à opposer la professionnalisation au sens étroit du terme, qui est vraiment l'adaptation aux tâches préconisées ici et maintenant par tel employeur, et l'accès au savoir. En fait, dans le livre, on a cette formule, les diplômes, ça donne des capacités générales à se former des capacités particulières. Et tous les travailleurs, dans tous les secteurs, finalement, ils doivent réapprendre leur métier, puis ils changent de poste, et puis voilà, ils regardent comment font les collègues, il y a des formations continues, etc. Et ils pourront d'autant plus facilement faire ça que l'école a bien rempli son rôle et leur a donné des capacités à s'adapter, quoi. Je ne voudrais pas anticiper sur les questions. Sinon, par rapport à ce qu'il y a dit, alors, peut-être que je voudrais juste préciser, ça fait un petit peu écho à la question de la démocratisation scolaire. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que le projet du 80% d'une classe d'âge au bac, ça s'est fait aussi beaucoup grâce à la création du bac professionnel en 1985. Donc en réalité, voilà, on disait tout à l'heure, il y a la démocratisation, elle se fait d'une certaine manière. Elle a une tonalité particulière pour les enfants des classes populaires parce qu'elle s'est faite, quoi qu'il arrive, dans un certain nombre de filières de formation qui leur ont permis d'accéder effectivement à un baccalauréat professionnel qu'ils n'auraient pas eu sinon. Mais voilà, ça s'est fait d'une certaine manière, cette démocratisation. Donc ça c'est un point de l'histoire que je voulais rappeler parce que ça me semble important sur la question de la démocratisation. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le pourcentage de bac pro et bac diplôme et bac général en France, c'est quoi? De diplômés, vous voulez dire de... Oui, diplômé du baccalauréat. 50-30. Alors, alors 2018, 42% pour le bac général, 20% pour le bac technologique, 20%, 21% pour le bac professionnel et le reste c'est CAP ou sortie sans diplôme. Donc ça fait qu'en fait en 2018 on était à 79,9% d'une classe d'âge qui avait son baccalauréat. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, quand on dit le magnifique tableau qu'on ne peut pas projeter ce soir, comment on analyse la réponse
qu'à note égale, le conseil de classe en troisième décide que cet élève-là, je ne sais pas s'ils connaissent la position des parents, mais que cet élève-là ira en enseignement professionnel, alors que l'autre aura une chance, peut-être malheureuse, mais il aura au moins une chance d'aller dans l'enseignement général. C'est une super question parce que c'est le point clé de l'article en fait. Peut-être on prend la question de Catherine aussi, et ensuite comme ça... Est-ce que vous pouvez vous rappeler le nom du chercheur qui a mis en évidence ce tableau? Il y a deux chercheurs importants en France qui ont travaillé sur l'enseignement professionnel. Il y a Séverine et il y a Hugo Paletta. Paletta. Et donc voilà, ils n'ont pas fait sous le même angle, mais voilà. Et donc cet article est publié dans une revue qui s'appelle Sociologie et qui s'appelle Le Collège divise. C'est le titre de l'article, il est en accès libre quand vous tapez dans Google Scholar, parce que pour les accès... Ben non, mais Cairn c'est privé aussi. C'était pas ma question en fait. Mais voilà, pour le trouver c'est facile et vous aurez ce tableau. Et donc la question qui est pourquoi le Conseil fait ce point. En fait, on trouve cette réponse en fait en allant voir peut-être un autre article qui est celui qui dit justement qu'il y a pas, faut arrêter de penser pour nous, hein, il le dit, il s'adresse aux sociologues, mais aux économistes, il faut arrêter de penser dans la constance de la valeur scolaire au fil du temps. En fait, il y a plus ça en tout cas. Et en fait, c'est qu'une des raisons principales, c'est que les conseils de classe anticipent plus que les familles le risque d'échec ultérieur. Et pourquoi ils le font? C'est qu'une semi-explication, vous voyez. Enfin, en fait, c'est pourquoi ils le font. D'une part, parce qu'ils anticipent le fait que le système éducatif français, en tout cas, est inégalitaire, et qu'il va réserver un mauvais traitement, et qu'il ne compense pas les écarts d'apprentissage qu'il observe à son stade. Et d'autre part, parce qu'il anticipe peut-être aussi que chez les familles, la réponse sera moins violente à l'ajustement à la voie professionnelle qu'au désajustement à la voie générale. Entre un échec anticipé mais réel dans la voie générale et une réussite en demi-teinte dans la voie professionnelle, le conseil de classe se dit, vous voyez, et sauf que peut-être ces décisions qui semblent individuelles, enfin semi-individuelles, un peu collectives, vous connaissez les conseils de classe sans doute mieux que moi, et les avis des chefs d'établissement, mais quand on les observe au niveau statistique, on observe une régularité, vous voyez, et bien sûr que les profs n'ont pas en tête une idée très précise de la profession des parents d'élèves au moment où ils statuent, mais par contre ils connaissent leurs élèves, ils les ont vus se comporter en classe, ils savent à travers leur manière de se tenir, de parler, les notes, voilà, leur proximité ou non à ce qu'ils estiment être la culture de la voie générale. Et ça joue bien sûr sur l'appréciation évidemment subjective des conseils de classe des échecs ultérieurs. Je crois pas avoir trahi la pensée du goût en disant ça. Je vous ai filmé, donc on va me taper. Alors Catherine, tu as une question? Ma question en fait c'était, je vais revenir je dis que la tolérance française est particulièrement forte aux inégalités et j'ai pensé au système allemand. J'ai juste une évocation rapide. Il m'a toujours semblé que le système allemand était plus inégalitaire que le nôtre, que la réorientation se faisait à la fin du primaire, je crois, pour les voies professionnelles, ou c'est un petit peu plus tard, je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Tu veux y aller ou je sais bien, mais c'est que moi qui vais parler. Alors, je pense que la formule de Baudelaire-Establet, elle est provocatrice parce que la France a tendance alors peut-être moins maintenant, mais pendant longtemps on a pensé qu'on avait un peu le meilleur système éducatif au monde, qu'on était, on identifiait la République et l'école, etc. Et donc, c'est une manière de dire, certes, on a fait d'énormes progrès. On a aujourd'hui 80% de classe d'âge qui est titulaire du baccalauréat, 50% de diplômés de l'enseignement supérieur, c'est énorme. Mais d'un autre côté, quand on regarde pas seulement le diplôme, mais les acquis objectivés par des épreuves standardisées sur des échantillons, ça n'a pas de conséquences sur les scolarités des élèves. Alors c'est PISA en particulier, mais, parce que c'est la matière du livre de Baudelaire-Establet, mais il y a d'autres évaluations qui vont dans le même sens. On constate que les écarts sont énormes. Et pourquoi tolérance? Parce qu'en fait, c'est accepté. C'est accepté par les politiques de l'éducation, c'est accepté par les partis politiques, d'une certaine manière. Enfin, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de forces politiques. Alors, voilà, elles contestent les inégalités, notamment les forces de gauche, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Qu'est-ce qu'on a comme proposition pour un système scolaire qui serait allergique aux inégalités? Je pense que c'est pas encore facile de poser ces questions. Les résultats de la France dans les
comparaisons internationales ne sont pas flatteurs, ça ne produit pas un choc. On préfère oublier, on passe à autre chose. Dans d'autres pays, ça remet en cause un certain nombre de choses. En Pologne, en 1999, il y a eu une réforme qui va vers un lycée unique. Pas complètement, mais enfin au moins la classe de seconde est unique. Ça a diminué les écarts d'apprentissage entre les élèves à l'âge de 15 ans. Ils ont de meilleurs résultats dans PISA 2006 et 2009 que dans PISA 2000. Et ça diminue les inégalités d'apprentissage selon l'origine sociale. Alors qu'ils sortaient d'un système anciennement socialiste où il y avait une coupure très forte entre le professionnel court, l'enseignement technologique et un enseignement général poussé. Donc, l'Allemagne. L'Allemagne, effectivement, alors c'est vrai, hein, souvent des pays d'influence germanique, en Suisse c'est aussi le cas. Il y a un tri qui se fait très très tôt. Ça a changé dans les dernières années, mais je ne suis pas un spécialiste, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais donc il y a l'enseignement professionnel court, dès 12-13 ans, je crois. La Realschule, qui est un peu le collège, mais qui ne destine pas forcément à un baccalauréat. Et puis le Gymnasium, qui est vraiment réservé à une élite scolaire, qui, comme par hasard, est aussi une élite sociale. Et ils ont beaucoup moins de diplômés, beaucoup moins d'étudiants proportionnellement à la population. Donc, voilà, je pense que la France, elle est un peu dans une contradiction, avec une tendance à vouloir quand même affirmer le droit de tous à accéder au diplôme. La notion d'égalité des chances, même si elle est un peu en retrait ces dernières années, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Il n'y a pas de ministre qui remette ça en cause. Mais d'un autre côté, la sélection est c'est presque une tendance interne à tous les enseignants, et on nous demande en tant qu'enseignants à la fois de transmettre des connaissances et puis après de décider qui a droit à ceci ou cela, qui a droit de continuer ou pas continuer. Et ça, c'est très intériorisé, c'est une culture de la hiérarchie en France qui est assez forte. Ça passe par les structures, mais malheureusement ça passe aussi par les façons d'enseigner, et ça passe par la classe. On a des travaux de recherche plus qualitatifs que ce que nous on fait là, qui montrent que, y compris dans la salle de classe, les enseignants ne prêtent pas forcément à leurs élèves les mêmes capacités, et ils n'ont pas forcément les mêmes exigences. Parfois c'est pas exactement les mêmes exercices. Et le plus compliqué, c'est que c'est même des fois au nom de la bienveillance et de l'égalité que finalement on va demander moins à ceux qui ont déjà moins. La différenciation pédagogique, ça peut être une belle idée. On constate que enseigner de façon uniforme sans tenir compte des écarts, être indifférent ou différent, parfois c'est aller dans le mur, c'est être ignorant ou inégalité. Mais parfois, au nom de la différenciation, eh bien, c'est ce que constatent les collègues d'Escole, et je pense que Cédric pourra en parler plus longuement que moi, des travaux ethnographiques dans les classes. Eh bien, il y a certains enseignants qui vont donner des exercices plus faciles aux élèves dont ils pensent qu'ils ont moins de potentialité, et des choses plus exigeantes pour ceux qui vont appeler les petits maîtres, qui vont les aider à faire cours. Parfois, c'est même pas exactement le même matériel. Par exemple, dans les classes premier degré, les élèves forts, on va leur donner des dictionnaires où il y a plus de mots. Puis les autres, ils auront des dictionnaires avec plus d'images. Et je comprends comment on peut en arriver là. Tout enseignant est confronté à ça. On n'a pas les mêmes élèves, ils n'ont pas les mêmes acquis. Mais si on pose pas comme objectif la même exigence pour tous, et que potentiellement on a tous les mêmes capacités intellectuelles, eh bien c'est parfois à son corps défendant qu'on reproduit des inégalités qui sont, alors c'est vrai déjà dans les familles, mais elles sont aussi accumulées tout au long du parcours scolaire. Donc, voilà. Donc ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'à l'université, on est tributaire de tout ça. Donc, évidemment, on essaye nous aussi, à notre mesure, d'être ambitieux pour les étudiants et de leur transmettre les clés de la réussite, mais par exemple, en 3 ans de licence, il est très difficile de revenir sur 7 années de scolarité secondaire, et puis même parfois il y a des choses du primaire qui ne sont pas bien acquises, et qui pourtant n'ont pas empêché les étudiants d'arriver là où ils sont.
c'est un livre qui part d'un embarras. On a 80% de bacheliers, ils ont beaucoup moins redoublé qu'avant, ils ont même plus de mentions. Parfait. Mais, arrivés en première année à l'université, ils ne savent pas forcément poser une division. Ou ils font des phrases qu'il faut reprendre pour qu'elles tiennent debout. Ils n'ont pas d'habitude de lecture très intense. Et donc, on est un peu, nous, embarrassés d'être parfois ceux qui leur disent bah non, en fait, votre niveau il n'est pas suffisant pour passer. On est très sélectif à l'université. On ne voudrait pas l'être à l'entrée, mais de fait, y a peut-être un tiers ou 40% de nos étudiants de L1 qui passent en deuxième année. Donc voilà, nous on dit que si on n'arrive pas à imaginer, pas pour tout de suite, mais pour dans les prochaines générations, un autre système éducatif, la seule solution qui va s'imposer, c'est des solutions à la Parcoursup, des solutions sélectives, officiellement, à l'entrée. Et puis après, on remonte. Le bac ne sera pas le même bac pour tout le monde, le lycée sera très éclaté. Et puis le collège. Donc voilà, l'école française, elle a cette contradiction entre un idéal auquel on a envie tous de croire, une école qui transmettrait égalitairement les savoirs pour tous, et une pratique, une réalité qui est quand même beaucoup plus inégalitaire, et on peine à trouver des portes de sortie par le haut, quoi. Alors, je vais juste faire une précision, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la question des modèles allemands ou suisses. Alors, sur la question de ce système dual, il est souvent vanté comme particulièrement efficace, parce qu'il permettrait en fait une insertion professionnelle de qualité aux apprentis ou à ceux qui le forment. Ça, c'est vraiment un discours qui est très fort, y compris en France. On vante beaucoup le modèle du système dual suisse ou allemand. Mais en fait, on le vante beaucoup, on le vante toujours beaucoup par rapport à ce qui se passe en France. Et justement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des chercheurs, je pense notamment aux travaux de Nadia Lamamra, qui travaille beaucoup sur le système d'apprentissage suisse, qui montre qu'il faut vraiment être très très prudent quant à la manière justement dont on accueille ou on forme ces apprentis. Globalement, le marché de l'emploi arrive quand même toujours mieux à absorber ces apprentis en Suisse, beaucoup mieux qu'en France, et que donc ça donne une image beaucoup plus valorisée. Je le dis, c'est important parce que s'agissant de l'enseignement professionnel, là, ces dernières semaines et mois, politiquement, on y reviendra certainement dans des questions ultérieures, mais on valorise énormément l'apprentissage. On le valorise beaucoup dans le discours politique, on le valorise beaucoup auprès des familles, on le valorise beaucoup auprès des adolescents, en gommant un peu la réalité de ce qu'est l'apprentissage. Donc voilà, le système dual allemand et suisse, même s'il est considéré comme plus efficace, il est aussi très critiqué, effectivement, y compris par des chercheurs en sociologie, parce que voilà, il n'a pas les effets qu'on lui prête tout à fait, puisqu'il reproduit aussi beaucoup les inégalités. Ceux qui sont dans des formations professionnalisantes ne sont pas n'importe quels élèves, mais néanmoins, si on compare avec le système français, il y a tout de même des possibilités plus grandes, à mon sens, de progression pour l'apprenti suisse que pour l'apprenti français. Et ça, c'est effectivement sur le post-apprentissage, l'apprenti suisse a un avenir moins fermé que l'apprenti français. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante si on considère aujourd'hui le rapport au métier, le rapport à l'emploi des jeunes. Donc voilà. Alors peut-être avant de revenir peut-être sur les réformes récentes, donc à la fois du lycée général et du lycée professionnel, peut-être poser la question des inégalités de genre à l'école. Est-ce qu'il y a encore une réussite différente des filles par rapport aux garçons? Est-ce qu'on peut dire que l'école forme des filles pour des carrières de filles, ou est-ce que c'est plus le cas, et est-ce que les inégalités de genre ont plutôt tendance à se réduire actuellement à l'école? Alors, je pense qu'on ne peut pas poser trop la question du genre sans poser la question de l'origine sociale, parce que forcément après on a une vision très imparfaite de la complexité du réel. Donc on va essayer de combiner, en tout cas moi dans mon propos, je vais essayer de combiner
les deux appartenances. Donc, oui, on a beaucoup parlé, et c'est toujours le cas, de la meilleure réussite scolaire des filles. Effectivement, si on regarde les dernières données statistiques qui sont produites par l'Éducation nationale, hein, sur les brochures repères et références statistiques, ou sur le chemin de l'égalité filles-garçons, ils produisent ça tous les ans. Globalement, les filles réussissent scolairement mieux que les garçons. On le voit dès l'école primaire, puisque en fait, elles ont de meilleurs résultats aux évaluations de CEP, par exemple. Elles sont moins maintenues, ou elles redoublent moins. Bon, le terme de redoublement n'est plus un terme très actuel dans l'enseignement aujourd'hui, mais en tout cas, elles arrivent en 6e moins en retard que les garçons. Elles ont davantage accès aux filières d'enseignement général. Voilà, donc ça, globalement, c'est quand même une constante, hein, ça c'est indéniable. Elles réussissent mieux scolairement, mais si on a parlé d'émancipation paradoxale, de réussite paradoxale, de révolution silencieuse, toutes ces formules un peu oxymoriques pour dire oui, elles réussissent mieux, mais elles ne parviennent pas à monnayer cette meilleure réussite sur le marché des orientations scolaires et professionnelles, en réalité c'est toujours quand même globalement le cas. Même s'il y a des avancées, par exemple les jeunes filles qui sont scolairement performantes, elles accèdent beaucoup plus qu'autrefois aux filières scientifiques. Mais elles y sont minoritaires, toujours. Et c'est pas n'importe quelle fille dont on parle ici, c'est aussi des filles qui sont des classes moyennes et supérieures. Si on regarde les filles des milieux populaires, elles sont, comme les garçons, plus en difficulté scolaire. Et comment ça se traduit, ça, sur leur trajectoire? C'est certainement beaucoup plus pour elles que pour leurs homologues masculins, c'est qu'elles sont en fait orientées dans des filières de formation professionnalisante courte qui reproduit avec une efficace particulière la division socio-sexuée des tâches et du travail. C'est-à-dire que voilà, les filles, elles sont globalement dans des filières du soin, elles sont dans les filières de la gestion-administration, elles sont pour les meilleures d'entre elles dans la coiffure et l'esthétique. Ça, globalement, là aussi, c'est un invariant statistique. Donc, voilà, il y a quand même cet élément de réflexion assez important à avoir. Si les filles ont tiré parti des scolarités, c'est pas d'abord les filles des milieux populaires. Parce que les filles des milieux populaires, elles sont restées à des positions relativement dominées dans le champ scolaire et dans le champ de la formation professionnelle. Voilà, il me semble que c'est un élément important. Puis pendant ça, on pose la question des filles, mais du coup, en fait, en face, il y a bien à se poser la question des garçons. Et là, c'est de la même manière, si les filles, si elles ne parviennent pas, notamment celles des classes moyennes et supérieures, à monnayer leur réussite sur le marché des orientations scolaires et professionnelles, ce qu'on observe, c'est que les grands gagnants du système scolaire, c'est toujours les garçons des milieux plutôt favorisés, qui sont performants scolairement et qui ont une grande confiance en leurs capacités, et donc ils vont oser ce qu'elles n'osent pas. À résultat scolaire équivalent, globalement, elles ne font pas les mêmes choix d'orientation. Voilà, donc à résultat scolaire égal, voire à résultat scolaire un peu moins bon chez les garçons qui sont scolairement, qui s'en sortent, en fait elles font des choix d'orientation moins qu'elles monnayeront moins sur le marché du travail ensuite. Donc ça, c'est quelles que soient les filières de formation. Donc voilà, il me semble que ça c'est un élément important à pouvoir considérer. Ouais, dans le livre, on documente à 2 reprises, on pourrait dire, cette question des rapports sociaux de sexe aux études supérieures et notamment au diplôme universitaire. Tout d'abord, pour rappeler qu'effectivement, il faut tenir compte classe et genre, quoi, pour comprendre un peu le système des inégalités de l'enseignement supérieur français. En soulignant dans le livre, c'est ce qu'on fait, que la conquête populaire des diplômes de l'enseignement supérieur, parce qu'elle a vraiment eu lieu, en tout cas pour celles et ceux qui sont nés dans les années 70, quoi, c'est là où ça change un peu d'échelle, on pourrait dire, pour les enfants d'ouvriers et d'employés. Et cette conquête des titres de l'enseignement supérieur, elle s'est d'abord et avant tout faite par les filles, en fait. Et l'écart est aujourd'hui assez important. En fait, vous avez près de 40% des filles d'ouvriers et d'employés qui obtiennent au moins un bac plus 2. C'est quand même pas rien par rapport aux générations nées dans les années 60. Quand ce n'est le cas que d'un quart, alors que d'un quart, mais c'est quand même beaucoup, d'un quart des garçons d'ouvriers, enfin des garçons qui sont nés dans une famille ouvrière ou d'employés. Donc vous voyez, la différence est importante. Cette différence, elle croise bien sûr des stéréotypes de genre dans les disciplines qui sont très puissants, qui sont plus puissants dans l'enseignement professionnel que dans l'enseignement général,
et aussi, il faut le rappeler, qu'ils sont plus puissants, plus agissants dans les classes populaires que dans les classes supérieures. Vous avez plus, dans les classes supérieures, vous avez plus de garçons qui vont un peu, on pourrait dire, désonner par rapport aux stéréotypes de genre et de filles qui vont le faire que dans les classes populaires. Ça, c'est le grand schéma. Le deuxième moment dans le livre sur lequel on revient pour où cette question des inégalités genrées de réussite est importante, c'est on dessine 5 manières d'obtenir une licence aujourd'hui. Donc il y a eu de grands débats sur est-ce que l'échec est massif à l'université, est-ce qu'il est majoritaire ou pas. On revient là-dessus, on propose une définition de l'échec et de la réussite qui est très différente de ce que proposait à l'époque la ministre. Et ce faisant, on dessine 5 manières d'obtenir sa licence. Et dans ces 5 manières, il y a 3 manières d'obtenir la licence où les filles sont majoritaires, et ce sont les manières, on pourrait dire, dominantes scolairement. C'est-à-dire vraiment, il y a des manières qui font qu'on obtient sa licence et qui vont permettre par la suite de prolonger notamment un master et d'obtenir un master. Et c'est là où les filles sont majoritaires. Mais ce qu'on retrouve d'assez rigolo dans le livre, c'est que le parcours aujourd'hui des héritiers, donc le livre historique et très connu de Passeron et de Bourdieu, est en fait aujourd'hui s'est transformé en un groupe d'héritières. En fait, voilà, ce sont plutôt des filles issues des classes supérieures, plutôt des classes qui sont à l'université, donc des filles de profs, qui ont eu bien sûr des parcours scolaires rectilignes à l'heure mentionnés, et qui obtiennent leur licence dans les temps et qui vont obtenir un master. Mais cette classe-là, cette petite partie des licenciés, ça représente que 8% aujourd'hui de celles et ceux qui obtiennent une licence. C'est pas le destin majoritaire. Le grand destin, c'est les filles de l'entre-deux, enfin c'est des parcours de l'entre-deux et des parcours honorables où les filles sont présentes à plus de 2 tiers dans cette classe de parcours. Et à l'inverse, il y avait 2 parcours où les garçons sont plutôt des parcours heurtés, d'accès à la licence après des réorientations, après parfois un bac techno, enfin voilà, des parcours qui s'accrochent, on pourrait dire, vraiment, et malgré des difficultés, et où là les garçons sont majoritaires. Et puis enfin, au risque d'être un peu long et pénible, je voudrais rappeler un dernier résultat qui n'est pas dans le livre mais qui concerne aussi l'enseignement supérieur. C'est un résultat qui est issu d'un livre sur la réussite genrée à un des concours, ou le concours le plus sélectif en France scolairement. C'est le concours d'entrée à l'école normale supérieure d'Ulm en maths physique. Donc c'est ce que se fait c'est un peu l'étalon de la sélectivité scolaire de notre système. Donc c'est un concours qui demande beaucoup de choses, beaucoup de travail, et qui sélectionne bien sûr socialement, scolairement, tout ce que vous voulez. À ce concours-là, très précisément, dans un livre qui est très bien fait, qui est écrit par Arnaud Pierrel, Marianne Blanchard et Sophie Orange, il montre une chose assez forte, avec 4 critères d'attribut d'excellence scolaire, c'est-à-dire avec le fait d'avoir eu un bac S avec une mention très bien, d'être issu d'une famille de cadres sup, d'avoir fait une prépa parisienne qui place grosso modo au bon concours. Et le dernier critère, c'est toujours, je l'oublie, avec ces 3 critères-là, les filles ont 5% de chance d'obtenir ce concours, les garçons, c'est un peu plus de 15%. Donc, vous voyez, un parcours scolaire, on pourrait dire à peu près maîtrisé. Le sexisme du concours, il est d'à peu près une dizaine de points. Sur un concours de maths physique, vous voyez. Et l'intérêt du livre, c'est d'aller chercher, mais comment ce concours peut-il être aussi sexiste? Enfin, ouais, où est-ce que ça se joue? Et donc ça se joue dans des manières de transmettre d'une part ces savoirs clés, et dans les manières de présenter dans les épreuves, d'être brillante ou brillant. Et donc la conception des enseignants de mathématiques et de physique, de ce qu'est un élève brillant, est intrinsèquement liée dans leur esprit à des manières de raisonner qui sont d'une part transmises essentiellement aux garçons, qui sont des ficelles de réussite du concours, donc on sait comment ça se transmet, et d'autre part, qui sont sanctionnés une deuxième fois au concours, à l'écrit et particulièrement à l'oral, en disant c'est quand même un peu scolaire cette affaire-là. Et donc bien sûr, à chaque fois qu'on dit ça, il y a du genre, il y a un genre assez puissant, vous voyez, 10 points. Alors, c'est un concours sélectif, ça concerne que quelques élèves en France, c'est un concours dont on pourrait penser qu'on peut passer à côté. Mais comme ce concours est l'étalon maître de tout le système éducatif français qui l'organise, notamment les savoirs au lycée, dans la filière scientifique, il est important de comprendre ce qui se joue là. Et donc vous voyez que cette question qui est posée en mode, c'est une question classique, en fait elle a des actualités très récentes pour nous sociologues et dans des états très différents du système scolaire. Est-ce que tu veux ajouter des choses? Moi je rajouterais bien une idée de Catherine Marie qui a écrit des choses vraiment très intéressantes sur la féminisation des formations mais aussi des professions. Dans les grilles de lecture habituelles, on a souvent tendance à dire il y a un manque d'ambition, une modestie, une autocensure, et c'est pour ça que les filles, alors qu'elles sont meilleures, elles ne sont pas à la hauteur des garçons dès qu'il faut être dans la concurrence.
Elle renverse un peu le truc en disant, mais après tout, est-ce que c'est pas aussi une émancipation vis-à-vis de certains stéréotypes qui sont pas uniquement des stéréotypes de genre, que de dire, oui d'accord, moi je suis une très bonne élève mais j'ai pas envie d'aller en classe prépa. Je suis une très bonne élève mais j'ai pas envie de faire des sciences. Je suis une très bonne élève mais moi votre univers où il faut gagner, il faut être dans l'affirmation de soi, etc., j'en veux pas. Ben, peut-être qu'elle nous montre la voie aussi d'une école où l'enjeu serait pas toujours d'être dans la concurrence, mais c'est aussi de s'épanouir, de trouver les choses qui nous intéressent vraiment. Les filles aujourd'hui, elles sont majoritaires en médecine. C'était pas le cas. Alors évidemment, les esprits chagrins vont dire oui, mais elles sont en médecine générale et pas en chirurgie. Et alors, on a besoin de médecins généraux. C'est une très bonne chose. Les filles sont majoritaires en droit. Alors on va dire oui, mais elles sont pas dans le droit des affaires, elles sont dans la justice pour les enfants, les mineurs. Et c'est pas bien. Moi je suis très content qu'il y ait des jeunes femmes très bien formées qui s'emparent de ces métiers-là et pour y faire peut-être autre chose que leurs homologues il y a 30 ou 40 ans qui étaient que des hommes. Donc voilà. Évidemment, il reste effectivement à creuser cette question de l'intériorisation des stéréotypes et il faut encourager toutes les jeunes femmes qui ont envie d'aller vers des voies autrefois masculines. Mais il ne faut pas culpabiliser non plus celles qui, alors qu'elles auraient d'autres choix, eh bien, moi je me souviens par exemple de très bonnes élèves de sociaux qui disaient moi je ne veux pas devenir enseignante, je veux plutôt être éducatrice, je veux travailler comme puéricultrice. Mais c'est leur choix. Comment moi, du haut de ma hiérarchie scolaire, je pourrais dire non, vous n'êtes pas en train de vous émanciper là. Elles font des choix de vie. Et peut-être que ça nous montre aussi un autre rapport au travail. Elles veulent concilier une vie privée et une vie de travail sans être forcément toujours à la recherche des meilleurs salaires. Alors, il ne faut pas non plus réenchanter ça et ne pas voir que ce qui se joue, c'est aussi des inégalités dans le couple, dans la famille et dans le monde du travail. Mais entendre ces revendications à affirmer des choix sans être toujours dans le respect des hiérarchies qui sont déjà là. Peut-être qu'elle peut nous dire aussi on peut faire autrement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était peut-être un peu sur le thème d'avant, je ne sais pas si c'est... voilà. Mais donc tout à l'heure, vous évoquiez que de plus en plus de personnes veulent accéder à l'enseignement supérieur. Voilà. Mais donc je voulais savoir si vous postuliez aussi que la société et les personnes elles-mêmes ont besoin d'une augmentation des qualifications. Une hausse des qualifications, mais pour quoi faire? Voilà. Pour le collectif et les individus. Ouais, c'est une question fondamentale qui a un choix politique et économique. D'une part, une première manière d'y répondre, c'est d'observer la structure sociale des pays et son évolution dans le temps. Et la France se caractérise de ce point de vue par une situation un peu différente d'autres pays. Il y a des pays scandinaves en Europe où la main-d'œuvre qualifiée est devenue quasiment pas majoritaire, mais où vraiment les métiers les moins qualifiés se raréfient. En France, on a un maintien d'un emploi, d'une série d'emplois peu qualifiés, alors qu'on promettait leur disparition il y a à peine 20 ans. Vous voyez, il y a 20 ans, on annonçait vraiment la fin des emplois d'ouvriers, d'opérateurs, d'employés. Aujourd'hui, en France, on a une série d'emplois peu qualifiés qui se maintiennent, ou du moins où la qualification n'est pas retenue, notamment dans les services. Et les emplois d'employés, majoritairement féminins, sont majoritaires dans les classes populaires depuis le début des années 90. Et donc, elles se caractérisent par déjà une importance de ces emplois-là sur le marché du travail. D'autre part, par un truc un peu anachronique, je pense, en Europe, qui est le fait qu'une partie de nos classes populaires, des emplois d'ouvriers et d'employés, sont encore employés par le secteur public, ce qui est un truc qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Il y a encore des emplois peu qualifiés dans le secteur public. Alors, la plupart des secteurs publics européens ont fait la bascule et ne salarient que des emplois très qualifiés ou moyennement qualifiés. Et puis d'autre part, une autre manière d'y répondre, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui est reconnu comme qualifiant sur le marché du travail. Il ne faut pas confondre ce que le diplôme certifie et ce que le marché du travail entérine comme qualification. Et de ce point de vue, alors nous, comme moi j'ai été enseignant à l'université, c'est moins le cas aujourd'hui, mais on sait très bien qu'une grande partie de ce qui fait défaut à nos étudiants, c'est la reconnaissance de leur titre par le biais des conventions collectives et des qualifications qui sont afférentes à ces savoirs. Parce que
une grande partie des travaux de la sociologie du travail ont montré que une des raisons pour lesquelles dans les emplois à forte tension, en présence avec le public, par exemple, vous avez à gérer un public et à gérer une file d'attente, eh bien vous avez tout un ensemble de savoirs corporels, notamment et langagiers, qui sont clés pour faire patienter une foule, en fait. Pour pas qu'elle s'énerve, notamment par exemple au McDo à l'heure de pointe. Et si vous mettez pas des diplômés, et notamment des filles diplômées, pour gérer assez pacifiquement cette file d'attente et faire attendre tout le monde, et en même temps gérer toute une série de tâches très concrètes, et que vous mettez des gens peu qualifiés, eh bien vous allez avoir une situation de quasi-révolte. Je blague à peine, mais vraiment, en tout cas les managers des services qui sont vraiment au contact du public le savent très très bien qu'il faut mieux avoir des diplômés. Or ces qualifications-là, sont langagières, corporelles, voilà, qui sont des choses qui sont à la fois transmises par le système scolaire, enfin je veux dire, le rapport au langage c'est quand même un point clé du système scolaire, ne sont jamais reconnus en tant que tels. Et ce qui fait défaut, ce qui peut apparaître comme ça un peu anecdotique, ça fait défaut plus largement. Aujourd'hui, nous on a le sentiment, en tout cas on le défend dans le livre, que la licence générale, elle est désargentée en fait. Elle est vue comme un produit presque anachronique. Et ce qui la dévalorise le plus, c'est qu'aujourd'hui s'est imposée en France une conception d'accès à l'emploi qui repose sur une conception managériale et qu'on a complètement démonétisé le mode scolaire d'accès à l'emploi qui est incarné par le concours. Il y a encore quelques années, vraiment on pouvait accéder de façon assez majoritaire pour nos étudiants à un emploi par juste des connaissances scolaires et vous aviez un emploi, ça c'est le mode scolaire d'accès à l'emploi, c'est le concours de la fonction publique d'État, c'est une fonction de la fonction publique territoriale dans une certaine mesure. Or ce mode scolaire d'accès à l'emploi est aujourd'hui complètement ringardisé. Je rappelle les blagues qui ont été faites par un ancien président de la République sur cette épreuve d'un concours d'attaché territorial sur la princesse de Clèves. Enfin, voilà, le fait que ça paraît complètement aujourd'hui anachronique de devoir travailler un classique de la littérature romantique pour accéder à un emploi qualifié. Et ce mode d'accès à l'emploi, qui était garant de ce que nos diplômes formaient, est aujourd'hui de moins en moins, on pourrait dire, considéré. Et il va de pair avec une forte contraction de l'accès à l'emploi public pour nos diplômés. Dans le livre, on rappelle, l'accès à l'emploi public a baissé de 30 points pour les titulaires de licence entre 2007 et 2017. C'est une contraction vraiment qu'on ne pensait pas aussi importante. Donc il y a d'un côté une démonétisation symbolique de ce mode particulier d'accès à l'emploi qui est très français, et de l'autre une contraction très forte de l'emploi public, et parallèlement la valorisation d'un mode managérial d'accès à l'emploi qui va de pair avec une valorisation de la bonne maîtrise de la compétence spécifique, de la personnalité. Aujourd'hui, quand on cherche à accéder notamment à des emplois un peu qualifiés, il faut passer sur les fourches codines de toute une série de recruteurs. Et donc derrière, on ne reconnaît pas forcément les compétences qui sont liées à ces modes de recrutement. Pardon, moi je trouve que vous êtes tristant, parce que toi, c'est avec le professionnel quand même. Bon, alors je vais essayer de pas être trop long par rajouter trop de choses, mais le diplôme, effectivement, ça correspond à des besoins économiques et sociaux. Je crois que ça doit correspondre aussi à des besoins pour penser le monde d'après, comme on a dit, après la crise sanitaire. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une coupure entre les savoirs experts et les savoirs profanes. Il y a même une contestation du savoir. Parfois, il y a du relativisme. On pense que non, moi je sais quel est le bon vaccin et quelle est la bonne médication contre la Covid, etc. Pour sortir de ces tensions qui ont quand même des impacts sur la démocratie importants, je crois qu'il faut défendre l'accès au savoir indépendamment. Enfin, bien sûr qu'il faut raisonner aussi par rapport aux besoins du marché du travail, mais les diplômes, ils vont aussi aider à penser une autre société, voilà, notamment avec la transition, pas la transition, justement la bifurcation écologique qu'il va falloir faire. Eh bien c'est important que ce ne soit pas uniquement les sachants, ceux qui ont du haut de leur formation les solutions clés en main, qui imposent leur choix en dehors de tout cadre démocratique. Il est important que dans la population, il y ait suffisamment de gens qui puissent discuter presque à armes égales des choix qu'on a à faire. Alors ça concerne l'écologie, mais ça concerne les inégalités, les modes de vie, les rapports entre hommes et femmes, voilà. Donc je pense qu'on a besoin de plus de savoir. Après, la question des diplômes, là c'est très lié à oui, effectivement, au rapport de force entre employeurs et salariés dans le monde du travail. Mais actuellement, il y a à la fois besoin de gens très peu diplômés, et voire sans papier, qu'on peut exploiter très facilement. Ça, effectivement, il y a des besoins dans le marché du travail. Et il y a aussi besoin
quand même, les emplois qui ont le plus augmenté ces dernières années, c'est quand même les emplois de professions intermédiaires, de cadres, donc de gens diplômés au moins avec le bac, quoi. Ça devient très difficile, avec seulement un CAP par exemple, d'accéder à l'emploi durable, et puis un emploi durable acceptable, pas trop pénible, et dans lequel on puisse se projeter sur la durée, quoi. Donc voilà, nous on défend effectivement une société où le plus grand nombre pourrait accéder au diplôme, mais l'école ne peut pas tout non plus. C'est aussi au monde du travail de trouver des solutions pour que les qualifications des salariés, et pas seulement leurs qualifications scolaires, soient reconnues à leur juste valeur. Voilà. Je ne sais pas si je me suis dit que dans votre question, il y avait peut-être aussi le débat sur est-ce qu'il n'y a pas trop de diplômés en France, est-ce qu'il n'y a pas une tendance inflationniste, et donc voilà, je me suis permis de... Tout à fait, parce qu'il y a bien la question écologique derrière, et que sur la question écologique, en fait, les étudiants disent que non. 17% des formations a la problématique écologique au sein de leur formation dans l'enseignement supérieur. Donc moi, je serais tout à fait d'accord sur le fait que, bah oui, il faut poursuivre l'élévation de le niveau de qualification pour ce que vous défendez, c'est-à-dire pour la bifurcation écologique. Sauf qu'en fait, il n'y a que 17% des établissements scolaires qui intègrent ces enjeux dans l'enseignement supérieur. Donc, si vous voulez, au niveau des discours, moi, en fait, je suis assez embêtée parce que comment défendre une école de l'enseignement supérieur qui ne prépare pas les jeunes comme des citoyens en intégrant ces problématiques davantage, puisqu'on voit bien que même à AgroParisTech, les étudiants sont révoltés et disent qu'il faut carrément déserter. Donc on a des vrais problèmes dans l'enseignement supérieur aussi. Je suis d'accord. Moi, j'en rejoins un petit peu ça. Ma soeur habite en Angleterre. Alors, c'est long, donc c'est différent. C'est peut-être pas l'Angleterre, hein, mais il y a vraiment, dans tout ce qu'elle récite, on a un diplôme qui est valorisé en tant que cet homme ou cette femme sait réfléchir. Donc, on va te prendre et on va te former rapidement. Et tu vas faire un boulot qui n'a rien à voir avec ton diplôme. Ça, ils ont tous fait histoire, etc. Et ils finissent, bon, c'est long, donc ils finissent tous dans la finance par contre. Mais ils sont embauchés pour la qualité de leur diplôme. Et en rien avec la formation en fait que leur a donné le diplôme. C'est assez incroyable. C'est une autre liste, hein, bien sûr. C'est le diplôme qui a valeur de tu es capable de réfléchir, donc viens bosser avec moi. Je veux bien rebondir sur ce que vous venez de dire parce que pour moi ça m'inquiète toujours quand je pense aux élèves que je connais plus particulièrement et qui sont justement de ces diplômes, qui ont ces diplômes qui sont très peu monnayables sur le marché du travail et où ils sont extrêmement concurrencés tout le temps. Donc ils ont des diplômes. Je prends un exemple assez bateau, hein, mais un bac pro dans le secteur de la santé ou de l'accompagnement dans le soin et le service aux autres, le soin et le service aux personnes. Typiquement, ça, ce sont des jeunes femmes qui sont souvent diplômées, à qui on a promis, en fait, quand elles entraient en formation, un accès à de l'emploi tel que celle de puéricultrice, par exemple, d'auxiliaire de puériculture, d'infirmière, et qui se retrouvent dans vraiment le meilleur des cas aides-soignantes. Et pourquoi? Parce qu'elles sont concurrencées en réalité aussi par d'autres diplômes jugés plus prestigieux ou de meilleure qualité. Et donc voilà, moi ça me questionne beaucoup politiquement aussi, c'est vraiment une question très forte parce que là on parle de l'enseignement supérieur, mais il y a toutes celles et ceux qui n'y accèdent pas, mais qui sont quand même diplômés. Et que fait-on avec ces diplômes? Voilà, donc ça c'est vraiment une question qui reste pour moi ouverte et ce que vous venez de dire fait terriblement écho à au quotidien que je peux fréquenter. Je voulais poser une question sur le paradoxe que vous avez mis en évidence, à la fois cette ouverture, vous n'avez pas voulu garder le mot massification, cette généralisation donc, de l'enseignement d'un côté, et de l'autre côté, une hyper-sélection. Je me demandais est-ce que le système est cynique? Est-ce que c'est une volonté cachée, finalement, pour calmer un peu la population en disant, vous voyez, vos enfants, ils ont accès à l'enseignement supérieur,
tout va bien, on est dans une espèce de démocratisation, on va vers une réduction des inégalités, et qu'en réalité, tout ça est très calculé pour maintenir finalement les inégalités et voire les accentuer. Alors voilà, est-ce qu'il y a du cynisme ou pas dans les politiques qui sont mises en place depuis des années, ou est-ce que c'est finalement un manque de compétences de la part de nos hommes politiques qui n'arrivent pas à résoudre ce genre de c'est compliqué. Nous, on a écrit un papier dans le Monde Diplo il y a quelques mois et on terminait sur cette épineuse question. Parce qu'on ne peut pas ignorer qu'une partie des réformes qui ont abouti à la généralisation des diplômés en France ont été le fait plutôt des partis conservateurs. En tout cas, vous voyez, 2003, la loi Fillon, 2004, pardon, la loi Fillon. Enfin, voilà. Et ce qui apparaît, voilà, l'hypothèse qu'on formulait en conclusion de ce papier, c'était de se dire, pour les partis libéraux et conservateurs, qui sont attachés à ce que la France respecte ses engagements internationaux en matière de stratégie éducative, il est possible qu'il y ait un pari politique qui soit de dire on va maintenir ces objectifs en passant par l'université et en sélectionnant, parce que ça permet de maintenir un système à bas coût. En fait, donc là récemment on a une note du Conseil d'analyse stratégique qui est sortie, qui est vraiment un organisme qui n'est pas un organisme de gauchistes, croyez-nous, qui réunit plutôt des collègues économistes qui sont assez sérieux et qui ont montré que le coût pour l'État d'une année d'enseignement supérieur à l'université dans le premier cycle, c'est 3 700 € par an et par étudiant. C'est un peu plus de 14 000 € pour les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est 12 000 € pour une classe de BTS, de STS. C'est intéressant ça quand même de se dire ça. Et c'est aux alentours de 10 000 € je crois pour une première année d'IUT. Un master, ça coûte un peu... Une année de master, c'est 5 ou 6 000 €. Donc, évidemment, il y a ces coûts-là, qui ont été calculés cette fois de façon un peu plus raffinée que d'habitude, là c'est pas mal, leur petite note, montre que pour un parti sans doute conservateur, de se dire on va maintenir les engagements de la France et on va le faire à bas coût, on propose cette solution-là, il y a un pari politique qui est fait. Mais de l'autre, il faut aussi reconnaître que, et c'est aussi pour ça qu'on a écrit le bouquin, c'est que le projet politique manque aussi de l'autre côté, pour proposer un système politique qui aille au-delà de supprimer Parcoursup. C'était la grande réforme éducative mise en avant dans la dernière élection présidentielle. Proposer quelque chose par exemple pour l'enseignement professionnel. On n'en a pas parlé, mais ce paradoxe qu'on évoque, qui résonne particulièrement pour nous à l'université, et en fait, plus ça va, plus on se rend compte qu'on a des indices qui laissent confirmer qu'on ne s'est pas si planté que ça. Le bac professionnel est passé de 4 ans à 3 ans, il y a quelques années, c'est en 2009. Cette réforme, elle a notamment accéléré le taux de diplomation au bac. C'est une réduction des savoirs enseignés. On a mis d'un seul coup, en 3 ans, pas l'équivalent de 4 années avant. Et pourtant, ils ont le diplôme. Vous voyez ? Donc là, il y a eu un choix qui a été fait aussi, politiquement, de diplômer en modérant des coûts. Ce choix politique-là, il n'a jamais été contrarié, on pourrait dire même par le gouvernement socialiste en fait, qui a plus ou moins accompagné, atténué, arrondi aux angles. Il en va de même pour des enseignements qu'on juge aujourd'hui fondamentaux, les mathématiques, mais le français, si vous comparez le nombre d'heures de français qu'a reçu un élève qui arrive en terminale générale au début des années 90 par rapport à ce qu'il reçoit au début des années 2020, c'est moins. Il a fallu qu'une série de grands patrons se mobilisent pour réinstaurer l'enseignement des mathématiques au lycée, en première, vous voyez. Donc ce choix-là aujourd'hui ne semble pas démenti, sans doute parce qu'une partie, c'est vrai, du champ politique a entériné, intériorisé des lieux communs, qui sont on doit maintenir les engagements de la France, mais qu'on doit le faire sous des contraintes de dépenses publiques qui, en gros, expose les universités à de l'austérité continue. Bon, cynisme, je ne sais pas parce qu'on n'a pas fait d'enquête, mais calcul sûrement du côté des politiques publiques, des gens qui prennent les décisions. Mais revenons en avant peut-être au moment des élections et des programmes, et des forces politiques qui se présentent au suffrage. Je crois qu'il n'y a pas de force politique de gauche, par exemple, qui irait au-delà des attentes et des revendications crédibles de leurs électeurs
et notamment s'agissant de l'enseignement, si vous prenez au Parti Socialiste, à LFI, à gauche, chez les écolos, voilà, où qu'on regarde, on ne va pas aller au-delà des demandes des enseignants qui sont dans ces partis et qui sont souvent en charge des questions scolaires. Et en fait, je pense qu'il y a une responsabilité importante du syndicalisme enseignant. Parce que vous ne pouvez pas aller au-delà dans votre propagande politique de ce que dit le syndicat majoritaire, par exemple. Et nous, voilà, on fait un livre qui s'adresse à la FSU. Qui dit à la FSU, on est d'accord sur la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, qui est un objectif qu'on partage. Actuellement, il y a obligation de formation et non pas de scolarisation jusqu'à 18 ans, depuis la loi Blanquer. Et donc ça veut dire que les 15% d'adolescents qui sont plus scolarisés entre 16 et 18 ans, bah, il faut leur trouver une place quelque part. Et pour Blanquer, c'est ça peut être la mission locale pour l'emploi, un service civique, ça peut être plein de petites choses. Et si possible, le retour dans la voie pro, mais pas un modèle plus ambitieux. Donc, je pense qu'il faut vraiment, dans les syndicats, poser cette question, comment on va aller vers une nouvelle étape de la démocratisation scolaire. Là, on est sur une pente où, de fait, on accepte qu'il y ait de plus en plus de diplômés, mais à quel prix? Au prix d'une transmission qui se fait moins bien dans les savoirs et qui donne du coup des arguments au camp adverse pour dire, mais attendez, vous vous rendez compte, ils entrent au collège, ils ne savent pas bien lire et écrire, on leur donne le bac, mais après ils vont se planter à l'université. Bah, si on laisse cette tendance se prolonger, c'est la sélection qui l'emporte, ou la privatisation, ou les frais d'inscription très élevés, on va sélectionner d'une autre manière. Donc voilà, il faut sans doute que dans nos syndicats, dans nos discussions avec les collègues, on porte aussi l'idée qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Donc, en fait, je pense que derrière ces cynismes et ces calculs, il y a fondamentalement un certain fatalisme qu'il faut combattre dans le milieu enseignant. Et voilà, ça s'adresse à tout le monde, à moi le premier. On a parfois tendance à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est embarrassé. On a l'impression qu'on a tout essayé et que ça ne marche pas, quoi. Et donc, il faut sans doute revenir à des questions fondamentales sur l'intelligence des élèves, sur les savoirs qu'on leur propose, sur les façons d'enseigner. L'appel à l'innovation pédagogique, par exemple, il est souvent maintenant brandi par les ministres qui nous disent « Ah, quand même, vous devriez changer vos façons d'enseigner. » Oui, d'accord, mais enfin, nous, on a déjà essayé de changer pas mal de choses, et puis si on nous laissait simplement faire notre métier, ce serait déjà pas mal. Donc, ça suffit, quoi. Il faut aussi qu'on arrive, nous, à proposer à partir de notre expertise, de ce qu'on sait faire, de notre connaissance des élèves, d'autres manières de faire, et qu'on prenne le temps de le faire. Voilà, la FSU avait dit à un moment donné, il faut remettre la main sur le métier. Je pense que c'est le meilleur slogan qu'on puisse avoir. Remettre la main sur notre métier, et arrêter qu'il soit pensé en dehors de nous, en haut, voilà, par les corps d'inspection qui viennent nous dire c'est comme si c'était ça. Et peut-être quand nous, on sera suffisamment convaincus qu'on peut faire autrement, les partis de gauche vont commencer à se dire ah bah oui, c'est vrai, enfin, on doit porter plus largement un projet de démocratisation scolaire. Alors, il faut revenir sur nos échecs et sur nos limites, mais en tout cas, laisser la main au camp adverse, je crois que c'est une mauvaise pente. Je voudrais juste dire un mot parce que ce que tu disais, Tristan, sur le syndicalisme enseignant, je donnerais juste une petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote d'ailleurs, ça concerne l'enseignement professionnel. Il y a une volonté de réforme très très forte qui était déjà portée en 2018 par Jean-Michel Blanquer et qui se poursuit aujourd'hui sous la double intervention de Carole Grandjean, qui est ministre déléguée à la formation professionnelle, et Pape Ndiaye très très peu en réalité. Et il y avait des décisions qui étaient, une volonté politique de faire passer plus de temps de formation des élèves dans le milieu professionnel. Donc de faire passer 50% du temps de formation des élèves de l'enseignement professionnel dans les milieux professionnels. Tout ceci se faisait au détriment, bien sûr, de l'enseignement, puisqu'il fallait bien trouver les heures quelque part. Ça a été une proposition qui a tenu plusieurs mois, et les syndicats enseignants de l'enseignement professionnel se sont mobilisés quand même très fortement contre cela, et là il y a recul quand même,
on arrête sur cette idée de faire passer 50% du temps. Alors, c'était pas seulement le syndicalisme enseignant, hein, mais ça jouait une place importante. Et c'est aussi le monde patronal hein, qui a juste dit au gouvernement, en fait, on n'en veut pas de ces gamins. En fait, 15 ans, parce qu'on parlait tout à l'heure, Cédric, du fait qu'on ait fait passer le bac pro de 4 à 3 ans, c'est aussi donc des élèves beaucoup plus jeunes qui, dès 15 ans, se retrouvent dans des milieux professionnels qui ne sont pas du tout aptes à les accueillir, ni même à les former. Et surtout pas, d'ailleurs, à les former. Donc ça crée beaucoup de désillusions du côté des élèves. Et voilà, le monde patronal dit aussi, non, on n'en veut pas. Non, l'apprentissage, par exemple, à 15 ans, on n'en veut pas. Oui, en fait. Il y a un autre sujet derrière ça, c'est ce qui est capable de faire l'entreprise à un garçon de 15 ans ou une fille bien de 15 sûr. ans. Voilà, tout à fait. Avec les contraintes que représente la sécurité du travail. Bien sûr, bien sûr. Donc à partir de là, effectivement, alors j'ai juste deux questions en fait. Une qui concerne effectivement les directives qui vous sont imposées par l'éducation nationale et qui viennent de gens qui sont parfois et souvent les mêmes formations que les vôtres. Donc la question c'est comment et pourquoi et comment on n'arrive pas à se mettre d'accord autour de ça. Moi j'ai une vision plutôt d'exécutant de terrain et pragmatique. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait des métiers sous tension? Aujourd'hui, on a un vrai problème de recrutement en France, de gens qui ne sont pas formés, on ne sait pas comment former, et quand ils arrivent dans l'entreprise, on ne sait pas quoi en faire. Oh, il y avait une deuxième question derrière. Moi, ce n'était pas une question, parce qu'en fait, moi, je conseille l'enseignement par apprentissage depuis plus de 20 ans, et donc des apprentis j'en forme qui ont 15 ans, 16 ans, et qui souvent, pas toujours, c'est vrai, choisissent la formation professionnelle par choix. Alors, est-ce que ce choix a été conditionné? Je pense qu'ils ont le choix et en fait ils n'ont pas eu. Mais j'ai quand même quelques élèves qui sont épanouis en apprentissage. Et j'ai aussi des élèves qui s'éclatent en entreprise avec des maîtres d'apprentissage qui savent former des jeunes qui ont 15, 16 ans, avec effectivement les contraintes qu'est la formation professionnelle de sécurité au travail, etc. Et il y a des partenariats qui se font entre les équipes de formateurs techniques et des maîtres d'apprentissage pour justement avoir des maîtres d'apprentissage de qualité. Enfin voilà, tout ça, ça peut très 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 bien fonctionner en fait. Depuis tout à l'heure, j'entends aussi, voilà, l'apprentissage effectivement est mis en avant. On voit bien nous d'ailleurs, on en subit entre guillemets les conséquences de toutes ces primes qui sont données aux entreprises et qui font qu'on voit que les entreprises dans certains secteurs en profitent pour trouver la main-d'œuvre pas chère, parce que c'est aussi un moyen d'avoir des salariés à moindre coût. Il n'empêche tout de même qu'il y a quand même une réussite en apprentissage et des parcours de formation. Depuis 20 ans, je vis des jeunes s'éclater et vraiment, des fois, déplorer aussi le fait que dans la formation au collège, l'apprentissage soit toujours considéré comme une voie de garage. Voilà. Et puis, pour revenir là-dessus, par rapport au bac pro, effectivement, qui a été réformé, il y avait cette volonté de faire en sorte que le bac pro soit finalement comme les autres bacs, c'est-à-dire qu'on est en 3 ans. Alors certes, c'est un an de moins, on est d'accord, et donc ça fait des économies. Mais après, on a aussi des jeunes qui sortent plus tôt avec un bac et qu'on va faire continuer en BTS. On a beaucoup plus de jeunes qui continuent en BTS aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste une remarque de l'intérieur. Moi, j'enseigne en formation agricole. Donc voilà, c'est encore plus particulier. Mais voilà. Alors, je me permets de répondre. Alors, en fait, donc il y a quand même plusieurs questions, mais c'est des points extrêmement importants s'agissant de l'apprentissage quand on le met en regard, avec ce qui se passe dans le lycée professionnel classique, en fait. Ce qu'on observe, c'est que tout le monde n'a pas accès à l'apprentissage. Pour accéder à l'apprentissage, il faut avoir un capital. Il faut avoir un capital relationnel, notamment. Et ceux et celles dont les parents sont les plus éloignés de l'emploi, par exemple, ceux et celles qui sont les plus en difficulté scolaire, n'auront pas accès à l'apprentissage. En fait, l'apprentissage est sélectif par rapport au lycée professionnel. Donc oui, il y a des parcours où évidemment, dans l'apprentissage, les apprentis s'y trouvent très bien parce qu'ils trouvent un lieu de travail qui est adapté à leur formation, etc. Mais moi ce que je reproche, si vous voulez, au discours politique,
et ce qu'ils laissent entendre aux familles et à leurs élèves, c'est que l'apprentissage c'est facile. Puisque vous êtes dans l'apprentissage, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est ni facile d'y accéder, ni facile d'y rester. Voilà. C'est excessivement difficile. Et donc pour les plus fragiles scolairement, ceux qui sortent les plus fragilisés par l'école en 3e, c'est pas eux qu'on va trouver en apprentissage. Et en plus, le regard de la société sur eux, il n'est pas... Exactement. Donc, vous voyez, et sur la question, je me permets juste de terminer, et sur la question des métiers en tension, en fait, on peut se dire, mais en fait, pourquoi il y a des endroits où on ne va pas travailler? Mais en fait, moi, je dis souvent à mes étudiants, quand ils me répondent ça, je leur dis, mais vous avez vraiment envie d'aller torcher des culs à des gens en EHPAD pour moins de 1 000 € par mois? Ça fait rêver? Vous pensez que ça fait rêver? Ça fait rêver une gamine de 16 ans? Non, en fait, ça la fait pas rêver, ça fait rêver personne. Peut-être que ça la ferait davantage rêver si on arrivait à rendre davantage digne, non pas sa formation, parce que les enseignants savent très bien rendre digne une formation professionnelle. Ça, indéniablement, ils y travaillent très bien avec leurs élèves. Par contre, la réalité du marché du travail, là, ne rend pas digne la fonction par le salaire, par les conditions de travail qui leur sont imposées, flexibilité, précarité. Donc là, vous voyez, je vous dirais que c'est vraiment... là où il devrait être. Absolument, mais moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un vrai gap en fait, entre ce que les enseignants réussissent à faire dans l'enseignement professionnel avec leurs élèves, les rendre dignes, et valoriser avec eux et avec elles leur formation. Et ça, c'est pas une mince affaire, et ils le font plutôt bien. Mais en fait, ensuite, il y a le point de bascule, qui est celui de l'expérience de stage, du milieu professionnel, qui est plus ou moins accueillant. Et voilà, et ça c'est une autre réalité de l'apprentissage ou du lycée professionnel qui fait que ça déstabilise les trajectoires et que ça les rend parfois extrêmement instables, qu'il y a des parcours de rupture. Je ne sais pas si vous avez les données chiffrées, moi je ne les ai pas, j'essaie de les trouver sur les sites ministériels, sur la DARES, etc. Impossible, le taux de rupture de contrat d'apprentissage en CAP et Bac Pro. Voilà. Et ça, depuis les débats autour de l'apprentissage, on n'arrive plus à trouver ces données chiffrées. Voilà. Donc ça pose question. Ça pose question. Le taux de rupture, il est important. Donc voilà. Et vous parliez des bases besognes, oui. Pourtant, il en faut. Oui, alors valorisons le travail. Il faut juste les valoriser, voilà, absolument. les mettre en avant. Et ça ne se joue pas qu'en formation. Voilà. Parce que ça, c'est fait. Il faut créer des passerelles, tout à fait. Il y a des choses. Créer des passerelles, effectivement. Oui, mais dans le même sens que Séverine, je dirais qu'effectivement, en France, on a tendance à vouloir beaucoup charger la barre de l'école. Dès qu'il y a un problème social, on va dire puisque tous les enfants passent par l'école, on va trouver des solutions à tous les problèmes à l'école. Que les autres acteurs dans la société prennent leurs responsabilités, notamment dans le monde du travail, pour accueillir les jeunes aussi, et les former, et les accompagner. Je vais juste revenir sur les BTS. Alors effectivement, le taux d'accès au Bac Pro a augmenté paradoxalement suite à cette réforme, alors qu'ils ont eu une année de formation en moins. Ils accèdent plus facilement au BTS, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des quotas qui ont été imposés pour remplir les BTS avec des bacheliers pro. Quotas qui ne sont pas toujours atteints. C'est comme dans les IUT, il y a des quotas de bacheliers technologiques, et parfois il n'y a pas tout simplement le vivier, il n'y a pas suffisamment de demandes. Ou parfois ça n'a pas de sens. Je pense à des IUT métiers du livre où on dit il faudrait 50% de bacheliers technologiques. Alors que traditionnellement ces IUT accueillent des bacheliers généraux. Donc en fait, on voit bien que cette contradiction elle n'est toujours pas résolue, quoi. On demande au système tel qu'il est de s'adapter à la marge, et sans trancher sur les grandes structures qui, en amont... bon. Et alors donc le BTS, là pour vous donner un ordre d'idée, donc il y a 50% des bacheliers professionnels aujourd'hui qui poursuivent des études, ce qui est... voilà, c'était pas pensé comme tel en 85, hein, quand on fait le bac pro, on pense que c'est un diplôme de fin d'études. D'ailleurs il a failli pas s'appeler un bac, et bon, on imagine que les meilleurs iront en BTS. Maintenant 50% poursuivent des études supérieures, pas forcément là où ils voudraient, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en BTS, donc il y en a aussi qui arrivent à l'université. Et je crois que c'est 50% parmi ceux qui poursuivent des études qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur après, qui s'arrêtent avec leur bac pro. Donc vous imaginez la déception. On leur dit, mais déjà dans le monde du travail, le bac pro ne permet pas d'accéder aussi facilement qu'on l'avait cru ou annoncé
à des emplois qualifiés intermédiaires. Et après, on leur dit, mais il y a la poursuite d'études, et ils se plantent. Mais c'est dégueulasse de faire ça, en fait. De laisser aux élèves et aux familles l'espoir qu'avec leur formation, ils auront un vrai bac qui permet des vraies études supérieures et qui permet d'accéder à des vrais emplois qualifiés, et de constater qu'en fait, non. Donc voilà, il faut aussi mettre le doigt là-dessus, et pas se dire, bah, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, et puis c'est toujours dans les classes populaires que ça se passe. Les ministres, là, ils n'ont pas leurs enfants dans la voie professionnelle. Et qui porte la voix? Qui représente les intérêts scolaires des familles populaires? Bah, peut-être pas la FCPE, même s'il y a plein de gens à la FCPE qui font voilà, un boulot magnifique. Pas forcément la FSU non plus. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi que tous les syndicats dans le monde du travail en général se posent ces questions-là. Et moi, je suis pour valoriser l'enseignement professionnel, mais y compris pour en faire un enseignement post-bac, pour que ceux qui y aillent l'aient vraiment choisi, en connaissance de cause, par vraie adhésion. Et on en voit à l'université des étudiants qui nous disent bah, oui, c'était intéressant, la socio, mais maintenant je vais aller faire un CAP, je sais pas quoi, ou un bac pro. Bon. Mais ils le font parce qu'ils ont vraiment fait un choix, et pas parce qu'on leur a dit eh non, pour toi il n'y a pas de choix, il y a ça. Donc effectivement, il y a des élèves dans la voie pro qui se réhabilitent, qui se retrouvent une dignité, un sens du travail, etc. Mais avant d'en arriver là, tout le travail qu'il faut faire sur soi et que les enseignants doivent faire avec les élèves, c'est beaucoup. Et il ne s'agit pas de nier ça, mais je pense que si on pouvait s'épargner autant de douleur, de déception, ce serait mieux quand même. Voilà. Et peut-être qu'on peut commencer par une hausse générale des salaires dans tous les métiers qui accueillent ces... Peut-être qu'on aura plein de gens qui iraient là par adhésion, quoi, qui étaient payés correctement. Alors, on arrive à la fin du débat. Peut-être une dernière question qui concerne Parcoursup. Réforme imposée au lycée, qui visait initialement à mieux faire correspondre aptitudes et résultats des lycéens et choix des formations dans le supérieur. Donc qu'en est-il? Que faut-il penser du peut-être élargissement Parcoursup au choix des masters? Voilà, qu'en est-il de cette réforme justement sur cette question de la professionnalisation ou de l'émancipation des étudiants? Dans le livre, on essaie de replacer Parcoursup pas seulement dans sa plateforme technique, dans sa dimension technique, mais peut-être dans les transformations plus générales du système scolaire. Alors quelques points tout d'abord qui sont rappelés dans le livre mais qui sont toujours importants à avoir en tête, c'est que d'une part, si la sélection telle que Parcoursup l'incarne a pu se mettre en place aussi facilement à l'université, parce qu'il faut bien rappeler qu'en 2018 on n'était pas nombreux à manifester dans la rue contre Parcoursup, ça a été plutôt timide comme mouvement, je crois que c'est pas faire un jeu aux mobilisations que de l'admettre. C'est tout d'abord parce que les universitaires ont raffiné année après année les dispositifs de sélection des publics étudiants. Alors le premier dispositif qu'on connaît tous en France, c'est le numerus clausus. Et il faut rappeler qu'en France, il s'est mis en place 3 ans après 1968 seulement, et que dans ces 3 années, s'est joué quelque chose de très important au ministère de la Santé, qui a permis justement à une partie de la profession des médecins, la plus conservatrice notamment, de se mobiliser et d'obtenir la mise en place très précoce d'une sélection. Alors pas en première année, ils n'ont pas obtenu, pas à l'entrée en première année, mais à la fin de la première année. Deuxièmement, on a inventé en France une série de diplômes professionnels dans les années 70 et 80, donc on appelait les MSG, les DESS, peut-être certains connaissent ces vieux diplômes, les DEA, qui ont été sélectifs. Voilà. On pouvait rentrer de droit en maîtrise, mais pour rentrer en 3e cycle, jusque dans les années 90, il fallait être sélectionné. Troisièmement, au début des années 2000, il y a une université tout entière en France qui obtient le droit de faire à peu près ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, et de tarifer à n'importe quel prix. C'est l'université de Paris-Dauphine qui obtient le statut dérogatoire de grand établissement, qui, dans un premier temps, obtient de pouvoir sélectionner ses publics étudiants et de facturer le prix de diplôme d'établissement au prix qu'elle veut, du fait de ce statut, et dans un deuxième temps, fait reconnaître ces diplômes d'établissement
au niveau des grades universitaires de tous les États. Enfin, c'est gagnant à chaque fois. Donc vous voyez, la sélection, elle a une petite histoire, on pourrait dire les dispositifs formels de sélection ont une histoire dans l'université française, et même si une partie des universitaires sont historiquement un peu liées à ces luttes des années 70 sur l'absence de sélection, qui était garantie jusqu'à il y a peu dans le code de l'éducation, il y avait quand même le verre était dans le fruit, et Parcoursup s'est mis en place, on pourrait dire aussi sur un système défaillant d'APB. Alors nous, grâce à des données qu'on nous avait filées, que Julien Gossin nous avait transmises, on a pu objectiver que APB, la dernière année où il est en place, donc la plateforme nationale, vous vous souvenez, avait en gros une centaine de licences qui sélectionnaient de façon illégale les étudiants. Voilà, en les tirant au sort, et il y avait eu une dizaine de contentieux qui avaient fragilisé cette manière de faire. Aujourd'hui, là, en 2021, on a 773 licences qui sélectionnent au plus la moitié des candidats à leur entrée. C'est ça la jauge qu'on a pris. Vous voyez, on pourrait définir la sélectivité d'une licence un peu différemment, mais voilà, prendre la moitié du public qui veut rentrer chez nous, on se dit bon, c'est un bon indicateur. Voilà, donc la sélectivité, elle a été multipliée par 7 en elle-même. Et ces licences représentent aujourd'hui un quart des licences disponibles sur Parcoursup. Donc vous voyez que Parcoursup, c'est pas l'instauration vraiment de la sélection, c'est d'une part l'extension du domaine de la sélection, donc c'est un peu plus raffiné. Parce que bien sûr, il y a des licences qui n'ont pas les moyens de sélectionner. Le vivier, comme dans certains BTS, il n'y est pas. Donc vous pouvez y aller, voilà, vous accueillez tout le monde. Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête sur Parcoursup, cette espèce d'histoire du dispositif sélectif, le fait qu'il s'inscrit aussi dans une histoire un peu suite à des contentieux qui font qu'un PV ne marche pas, et qui permet à certaines filières de sélectionner vraiment leur public. Et nous, on va un peu plus loin dans le livre, justement, en disant que Parcoursup il va permettre aussi, surtout, de régler cette espèce de paradoxe en multipliant à l'infini la hiérarchie des filières. Le paradoxe, vous allez avoir des diplômes, mais vous n'allez pas les avoir selon les mêmes apprentissages. Et Parcoursup, en fait, il vient non seulement étendre le domaine de la sélection, mais régler ce paradoxe très français d'une diplomation maximale et d'une transmission très inégale des savoirs. Voilà, donc effectivement, c'est devenu aujourd'hui une évidence, même si le ministère continue à clamer l'inverse, que Parcoursup étant la sélection, c'est quelque chose de stressant. Il y a des coachs qui proposent d'aider les familles à passer ce cap. C'est devenu l'enjeu de l'année de terminale, davantage que le bac. Enfin, ça organique, il y a une cohérence entre tout ça. Dans l'article du Monde diplomatique, on avait parlé d'un supplice de Tantale, parce que Tantale, dans la mythologie, il est condamné à une torture terrible. Il voit passer devant lui monts et merveilles, des plats et des boissons vraiment très appétissantes, et puis il n'a pas le droit d'y toucher. Alors c'est pas le supplice de Tantale pour tout le monde, parce que dans Parcoursup, il y en a quand même qui finissent par obtenir ce qu'ils veulent. Mais c'est la distribution inégale de ces satisfactions qui est préoccupante, parce que le ministère va dire, regardez, on a mis en place une offre centralisée, tout le monde peut voir ce qu'il y a au menu, c'est un vrai progrès, avant il fallait faire plein de candidatures, à droite à gauche. Oui, d'accord, mais à la fin, ne seront retenus dans leurs préférences, et ces préférences ne seront même pas révélées, puisqu'il n'y a plus de classement des vœux par les candidats. C'est seulement le candidat qui saura dans sa tête si c'était son premier vœu ou pas. Eh bien, les bacheliers généraux avec une mention. Il y a un article qui est sorti dans Le Monde aujourd'hui qui montre qu'à l'université Paris 8 en droit, il y a 40% des bacheliers qui entrent en fac de droit à Paris 8, donc l'université de Seine-Saint-Denis, la plus populaire de France peut-être, qui sont titulaires d'un bac pro ou d'un bac technologique. Autrement dit, qui partent avec les connaissances a priori les plus éloignées de ce qui est attendu en fac de droit. Et à l'inverse, à Paris 1, c'est pas très loin, en métro, là, et là vous avez 40% de titulaires d'une mention très bien. Et ça, c'est permis par Parcoursup. C'est même encouragé, parce que Parcoursup, c'est pas seulement une plateforme centralisée, c'est aussi que vous pouvez candidater en dehors de votre académie. Donc ceux qui étaient dépendaient de Créteil, ils peuvent aller dans l'académie de Paris, et puis Versailles, etc. Donc voilà, c'est effectivement une très mauvaise réponse à ce paradoxe qu'on a pointé, mais si ça s'est passé aussi facilement finalement, il y a eu des mobilisations, il y a eu des contestations notamment étudiantes, mais voilà, au maximum 300 000 personnes dans la rue, rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement pour les retraites. C'est sans doute parce que non seulement les universitaires étaient pour une bonne partie prêts à jouer ce jeu-là,
mais aussi parce que les familles et les élèves eux-mêmes ont intériorisé depuis longtemps l'idée qu'il faut de la sélection. On adhère à cette sélection. On se dit, il vaut mieux être du bon côté de la sélection, quoi. Ou pas, en tout cas, du côté le plus mal loti. Donc voilà, ça revient à la question qu'on pose dans le livre, c'est-à-dire comment concevoir un autre système où on fasse des vrais choix. Alors, bien sûr, il faudra plus de place dans l'enseignement supérieur, un peu partout, et notamment à l'université, plus de moyens, mais il faudra aussi que les élèves arrivent beaucoup mieux formés pour faire ces choix en connaissance de cause. Et donc voilà, nous à terme, on pense qu'il faudrait un bac de culture commune qui ne sépare plus les enseignements généraux, les enseignements technologiques. L'enseignement professionnel pourrait devenir un enseignement post-bac, pour ceux qui l'ont vraiment choisi. C'est important qu'il y ait un service public de la formation professionnelle, mais voilà. Mais la condition à tout ça, parce qu'on est quand même réaliste, on a les pieds sur terre, c'est que les résultats de nos élèves, depuis l'école maternelle jusqu'au bac, soient largement améliorés. Et en fait, il ne faut pas voir ça comme une fatalité, mais une marge de manœuvre. Vu le niveau des inégalités d'apprentissage en France et la fragilisation des acquis des élèves quand même sur ces dernières années, je pense qu'on a une belle marge de manœuvre. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Voilà, alors après, ça pose d'autres questions que celles qu'on a traitées aujourd'hui, mais comment enseigner? Et notamment les matières élémentaires plutôt que fondamentaux. L'apprentissage de la lecture, du calcul, voilà, tous ces savoirs qui permettent d'entrer dans les autres savoirs, il faut qu'on fasse mieux. Alors juste un exemple, les méthodes d'enseignement de la lecture sont débattues, et souvent avec beaucoup d'idéologie, et sans trop de sens pratique, quoi. Parfois on s'envoie des arguments à la figure parce que voilà, on n'est pas d'accord sur le fond, mais on ne regarde pas assez les faits. Il y a un doctorant qui va soutenir une thèse bientôt là, au printemps sur les méthodes d'enseignement de la lecture. Il montre qu'avec une méthode syllabique, les élèves qui, dans les quartiers populaires, bénéficient du B à bas, vraiment la méthode où on apprend à décoder, et c'est parce qu'on décode qu'on comprend les mots, et que petit à petit on comprend les phrases, on peut construire du texte. Et bien ces élèves-là, ils vont mieux réussir l'entrée dans l'écrit que les élèves de milieux plus aisés, dont les enseignants ont choisi une méthode mixte dans des beaux quartiers. Alors il se trouve qu'actuellement, c'est plutôt Blanquer et Doroguen avant lui qui met en avant cette méthode syllabique. Et dans le camp adverse, on reste à rebouter sur une défense un peu ancienne des méthodes mixtes. Mais il faut aussi regarder les faits. Il faut admettre que là, il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres. Donc, évidemment, je ne vais peut-être pas vous convaincre là, en une soirée comme ça, mais des choses comme ça, il faut les travailler peut-être en dehors des cadres partisans. Il faut être plus pragmatique et travailler entre collègues sur ce qui marche. Dans un collège à Nantes, il y a des collègues qui ont obtenu sur leur temps d'enseignement de faire un dispositif, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais en gros ils testent leurs leçons avant de les faire avec les élèves. Chaque enseignant arrive avec le prochain cours qu'il a prévu, et en plus ils le font en croisant les disciplines. Donc le prof de maths dit moi la semaine prochaine c'est je sais pas quoi, les propriétés des rectangles, bon, et je vais le présenter comme ça. Et le prof de musique ou de français dit moi j'ai pas compris là, il faut que tu m'expliques. Et donc ils sont obligés comme ça de lever les implicites, de travailler sur les chemins qui sont les plus compréhensibles pour tous. Et le proviseur, le chef d'établissement a été obligé d'accepter ça, ils l'ont imposé, c'est sur leur temps de travail. Et apparemment ça marche quoi. Ils sont contents du dispositif, et quand ils vont en classe après faire leur leçon, ils ont l'impression que les élèves apprennent mieux. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut reprendre la main sur notre métier et qu'on prenne du temps. Et toutes les formations qui servent à rien, il faudrait pouvoir les boycotter et dire non mais nous le temps, on sait ce qu'on va en faire quoi. On a besoin de discuter entre nous. Voilà. C'est les gens rentrés chez eux. C'est peut-être pas la solution à tous mes problèmes, mais qu'est-ce que ça fait du bien de travailler un peu sur les façons d'apprendre entre collègues.
en se faisant confiance, en s'écoutant, quoi. Très bien, merci. On va terminer sur ces mots. Merci à vous d'être venus. Alors Tristan et Cédric ont apporté des ouvrages que vous pouvez du coup acheter. Donc l'université qui vient, voilà, un prix très modique, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui le désirent, il y a des repas, donc on peut rester manger ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez rester et profiter encore un peu plus. Merci beaucoup. Merci. Merci.